Cette vidéo vous est présentée par la boutique de diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Moi c'est LP. Aujourd'hui, une vidéo très attendue, notre top 15 des jeux de 2019. Donc depuis 3 ans, on fait un top de l'année, mais on le fait par catégorie. Ouais, dans le fond, on fait un top de type Méritas. L'an dernier, on avait 12 jeux, 12 catégories plus jeux de l'année. Ouais. Là, on a monté à 14 catégories plus jeux de l'année, donc un total de 15. Ça fait un plus beau chiffre, Ouais. puis on a pris des idées que vous nous avez données aussi pour les autres catégories qu'on va vous faire découvrir tout à l'heure. Donc sans plus tarder, notre top 15 des meilleurs jeux de 2019. Fait que prédiction, combien de crossover? 2. 2. Moi je dis aucun. Aucun? Moi je pense aucun. Wow! À voir. Allons-y. Pour notre première catégorie, c'est la catégorie que tu ne veux pas te retrouver dedans. Ouais. Parce que c'est notre déception de l'année. Donc, premier mériteur, c'est notre déception de l'année 2019. Pour ma part, c'est un jeu que j'ai parlé souvent dans l'année, donc ça ne sera pas une grosse surprise pour vous autres. C'est un jeu qui s'appelle Sinister Six, un jeu dans l'univers de Marvel où on incarne les méchants de Spider-Man. Et on va faire des vols de banque ensemble, mais évidemment, comme on est des méchants, ben, le but c'est d'essayer de faire plus d'argent que les autres en faisant les vols de banque ensemble. Donc c'est un jeu semi-coopératif, mais semi-coopératif qui marche pas vraiment en fait. Parce qu'à la fin de la partie, de la manière que la dernière ronde elle est faite, ben, si un joueur n'aide pas les autres ou dit hey, moi j'ai vraiment pas assez de points pendant la game, c'est sûr que je perds. Fait que tu sais, je vous aide pas au dernier round, mais si on réussit pas le dernier vol de banque, tout le monde se fait capturer. Puis tout le monde perd la game en fait. Donc c'est tellement délicat que ça risque fortement d'arriver. Et dans les parties que j'ai jouées, c'est arrivé aussi. Donc pour vraiment réussir la ronde finale, t'as plus de latitude parce qu'il faut que tu fasses les symboles dans l'ordre. Fait que là, si quelqu'un sabote ou quelqu'un s'y met pas, ben là, on réussira pas. Donc, ça fait des parties qui finissent bizarres. En fait, tout le monde perd. Fait que, ouais, pourquoi on a joué à ça aussi? Ça donne des munitions à ceux qui disent que les semi-coop, c'est rare que ça fonctionne. Faut que ça soit bien réfléchi pour que ça fonctionne. Souvent, il faut que tu aies des trucs, des objectifs qui sont cachés, tandis que là, ben, tout le monde a le même objectif, tout le monde veut faire de l'argent, puis oui, les petites mallettes, les petits symboles sont cachés, on sait pas trop tu as fait combien quand tu l'as eu, mais tu vois ce que l'autre a ramassé dans le game. Tu vois qui par rapport à toi, tu peux savoir qui mène. Tu peux avoir une bonne idée que c'est pas toi qui gagne à la fin, puis dire tant qu'à pas gagner, je vais faire perdre tout le monde. Puis là, tu sais, quelqu'un... T'sais, même dans les rondes normales, quelqu'un va aller jouer des cartes pour mettre des symboles sur une carte, puis là, ah ben là, lui, il est en avance, moi, j'irai pas l'aider, je vais juste passer mon tour, je vais acheter une carte au lieu d'aller... Fait que ça fait vraiment quelque chose de très punitif comme jeu, puis c'est ça, c'est mauvais. Donc, ma déception de l'année, Sinister Six. Moi, dans mon cas, un petit peu comme David, je suis vraiment déçu parce que c'est un jeu que j'attendais beaucoup. J'avais hâte de mettre la main là-dessus. C'est un jeu de Wyvern Card Games qui s'appelle Cthulhu, Horror and Dunwich. C'est un deck building game. C'était 2 jeux qui étaient sur notre liste de Gen Con en plus. Puis moi, il était 4-5e, quelque chose dans mon top 10 de Gen Con. J'avais vraiment hâte parce que dans le fond, c'est la 2e boîte de base d'une série qu'ils ont faite. Fait qu'ils ont quand même fait 2 jeux de base. Ça, c'est la 2e. Puis dans le fond, le problème, c'est que c'est un deck building qui est tellement aléatoire. Puis là, je sais que je parle d'un deck building, c'est aléatoire à la base. Mais là, c'est juste, par exemple, dans la mise en place du jeu, on va déterminer une location, à quel endroit va se passer notre partie. Là, parce que le concept de base, c'est un deck building, on ramasse des systèmes, des équipements pour battre un grand ancien. Classique. Assez classique. Fait qu'on a une fiche de personnage avec nos habiletés de base, qu'est-ce qu'on peut faire, blablabla. On a notre deck de base, on achète des nouvelles cartes, on améliore ça. Mais là, on va flipper au début de la game une location. Où est-ce qu'on se situe? Fait que là, on peut être dans le musée ou que tout au long de la partie, mettons, on va avoir une carte de plus dans le marché ou dans une autre location que tout au long de la partie, on va avoir une pièce de plus à dépenser par tour. Ou la dernière game, j'avais joué avec David. On va vers une location. Ah, on a Excalibur. Ok, cool. On part avec Excalibur. Cool. C'est correct, ça va être facile celle-là. Mais tu peux avoir des locations, c'est comme, ah non, dans cette game-là, tu bats pas un grand ancien, t'en bats 2. Ah. Ben oui, ok, correct. Fait que tu sais, juste ça. Les monstres ont 2 fois plus de points de vie. Tous les monstres tout le long de la game, ils ont 2 fois plus de points de vie. Hein? Quoi? Puis, fait que c'est juste ça. Ton hasard, il est tellement immense
Puis volontairement, il l'explique même dans le livre de règles, il y a des combos de cartes qui n'ont pas de sens quand ils vont ensemble. Tu vas flipper un vilain, tu vas flipper l'habileté qui fait ce tour-là. Tu peux être en fin de game, il y a une espèce de carte événement que tu en tires un certain nombre par round, puis littéralement, ça m'est déjà arrivé, en fin de game, il reste 3-4 points de vie au grand ancien, on va gagner, flip une carte, le grand ancien revient plein. OK. Ou il y a un deuxième grand ancien qui arrive. Flip une deuxième carte dans le même tour, il y a un deuxième grand ancien qui apparaît. Fait que là, t'es à 3 points de vie de gagner la game. Ah non, il revient plein, il faut t'en dessus 2. Fait que c'est que bon, ok, regarde, laisse faire. On va jouer à d'autres choses si tu veux pas qu'on gagne ton jeu. Puis il y a d'autres games que là, c'est l'inverse. Flip une carte, le grand ancien perd la moitié de ses points de vie, gagne des cartes gratuites. Fait qu'il y a tellement de hasard non contrôlable, là, que tu n'as pas de contrôle dessus, que tu peux pas l'anticiper, que tu peux pas rien faire pour le minimiser comme normalement ce que tu peux faire dans un deck building, que le jeu devient quasiment désagréable à jouer. Puis le livre de règles l'explique, il dit c'est pour créer une ambiance Cthulhuesque justement, comme on sait le jamais jeu ce de qui va rôle, arriver, c'est chaotique. C'est correct jusqu'à un certain point, il y a d'autres jeux qui l'ont bien mieux réussi, là, des Death Medai ou le jeu de cartes de Horror Arkham. Qui réussissent à rendre cet aspect chaotique-là sans te faire n'importe quoi. Là, il se passe n'importe quoi. Puis c'est dommage parce qu'il y a des mécaniques intéressantes dans le jeu. Mais il y a tellement de hasard dans les combinaisons de cartes qu'ils vont avoir, dans les cartes événements qui vont être flippées, puis dans les cartes juste de mise en place. Il y a certaines mises en place, tu te pêches au début, tu fais comme OK, celle-là est perdue. Il y a des games qui sont mathématiquement pas faisables. Il y a une game qu'on a faite, on a vérifié, mettons qu'on pigeait juste nos bonnes cartes tout le temps, on la perdait pareil. La première game que j'ai joué avec David pour lui montrer, la game a duré quoi, 8 minutes? Ça a duré 3 tours. Un deck building qui dure 3 tours. On s'est fait dévisser. Fait que trop de hasard dans un deck building. Jamais bon signe. Fait que déception de l'année, Horror in Dunwich Cthulhu. Pauvre jeu. Pour notre deuxième catégorie, on y va avec l'extension de l'année. Donc un ajout qui a été apporté à un jeu, généralement un jeu qu'on aime déjà à la base. Fait que une extension qui amène quelque chose d'intéressant. Dans mon cas, à la surprise générale, je n'y vais pas avec Forbidden... comment ça s'appelle l'extension de Gloomhaven? Forgotten Circles. Ouais. Je n'y vais pas avec Forgotten Circles, il y a trop de problèmes avec cette extension-là. J'y vais plutôt avec Barricades Mode pour Thunderstone Quest de AEG. Puis dans le fond, la raison est fort simple. Elle transforme Thunderstone Quest en ce que je trouve que Thunderstone Quest aurait dû être à la base, c'est-à-dire un jeu coopératif. Ouais. On est des aventuriers qui explorons un donjon souterrain, on ramasse de l'équipement, on améliore ses cartes, on gagne de l'expérience pour aller battre un gros vilain, mais on fait tout ça chacun de notre bord, celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. J'ai toujours trouvé que c'était weird un peu cet aspect-là de Thunderstone. Ouais, la thématique est tellement coopérative. Ouais. C'est comme un dungeon crawl, mais compétitif. Avec des cartes évidemment. Tandis que là, Barricade Mode, on a un vilain commun. Le vilain va lancer une série de dés qui vont déterminer les actions qu'il fait à la fin d'un tour de jeu. Puis là, on va vraiment pouvoir former un party, fait qu'un groupe d'aventuriers, combiner nos torches pour pouvoir aller plus loin à l'intérieur, combiner nos points d'attaque pour pouvoir battre des vilains plus durs, séparer le loot en équipe. Fait que là, on a vraiment un sentiment qu'on est un groupe qui défend un village contre un vilain et ses troupes. Puis ils ont mis chacun des boss du jeu, dans le fond, ils en ont fait une version barricade. Fait que on va y aller en niveau de difficulté aussi. Il y a des boss qui sont vraiment très difficiles, il y en a qui sont plus accessibles pour commencer à explorer le jeu. Il n'y a pas peu de mise en place à faire, mais il y en avait déjà beaucoup à Thunderstone. C'est quand même un bon défi en plus, les scénarios. Hein? Oui, c'est ça, vraiment. Même celui de base, il est quand même relativement difficile. Il faut que tu prennes le temps de te parler, il faut que tu fasses tes affaires comme il faut que tu sépares les cartes. Puis là, c'est le fun parce que dans un deck building qui est coop, là, on peut dire, moi j'ai besoin de cette carte-là, j'ai besoin de ta laissez-moi les magiciens, moi je vais me faire un deck de magiciens, toi vas-y plus guerrier. Puis... Fait que là, ton deck est plus fun à jouer parce que si tu vas pour les clercs, par exemple, les prêtres, il y a personne qui les enlève, qui te coupe l'herbe sous le pied. Fait que c'est toi qui les as dans ton deck, tu sais que tu vas les avoir. Fait que cet aspect-là est vraiment le fun. Fait que Barricade Mode pour Thunderstone Quest, mon extension de l'année. Super. Moi, je suis pas un gars d'extension, j'en achète pas des tonnes. Pour vrai, j'ai fait ma liste, puis je pense que j'avais 2 extensions que j'ai achetées dans l'année. La première, c'était l'extension de 5 Minute Dungeon. Puis mon extension de l'année, c'est l'extension des charlatans de Belcastel, les sorcières s'en mêlent. C'est une belle extension, ça ajoute des belles options. Premièrement, bon, tu as un nouvel ingrédient. Tu as aussi 2 variantes pour chacun des ingrédients existants. Tu as comme une autre tuile recto-verso pour chaque ingrédient qui existe dans le jeu de base. Et le gros ajout, ce sont les sorcières. Donc, 3 écoles de sorcières. Dans la mise en place, on va en mettre une pour chaque école de sorcières. Puis dans le fond, la sorcière, c'est un pouvoir que tu peux faire appel à elle une fois dans la partie.
Fait que chaque joueur peut activer les 3 sorcières une fois dans la partie. Puis les sorcières vont vraiment faire que tu vas transformer un tour vraiment en un tour nucléaire ou c'est vraiment un pouvoir puissant, ça peut être de doubler ton pouvoir d'achat. Fait que là, mais le tour d'avant, j'ai explosé, j'ai pas recruté rien, mais là, ce tour-là, je vais utiliser, j'ai fait beaucoup d'argent, je vais utiliser ma sorcière, je vais faire 2 fois plus d'argent, je vais acheter des meilleurs ingrédients. Fait que je trouve que ça permet d'avoir peut-être un meilleur rattrapage si tu les utilises au bon timing. Donc, la mécanique des sorcières est vraiment intéressante, puis d'avoir plus d'ingrédients, ben là, t'as juste plus de rejouabilité dans un jeu qui en avait déjà énormément. Donc, belle extension à ajouter. Puis, il n'y a pas trop de nouvelles règles non plus. Donc, mon extension de l'année, c'est les sorcières s'en mêlent pour les charlatans de Belcastel. Très bon choix. Pour notre 3e Méritas, on y va avec les jeux d'ambiance et de party. Des jeux qu'on sort souvent, justement, dans nos soirées d'animation. Puis là, j'hésitais entre 2 titres. Puis je vais y aller avec celui que j'ai sorti le plus souvent dans notre dernière soirée d'animation. Dans le fond, c'est un jeu qui s'appelle C'était cool. Du scorpion masqué, donc c'est un jeu où on répond à des questions, mais dans le fond, c'est un jeu multitâche. Fait qu'on a 2 personnes qui nous posent des questions. Une personne dont on doit répondre oralement, puis l'autre personne qu'on doit répondre en épelant les réponses avec des dés, dans le fond, qui contiennent des lettres. Et on doit aussi gérer le temps des sabliers éventuellement dans la ronde 2 et 3. Fait que là, notre cerveau explose ou ça fait des situations assez cocasses, assez drôles. Puis je l'ai sorti beaucoup dans la dernière soirée d'animation. Tu sais, c'est des gens qui prennent une bière entre amis ensemble. C'est du genre de petits jeux fun à jouer. Oui, parce que ça s'explique bien, ça prend 3 secondes d'expliquer les règles. Les questions sont pas complexes. C'est l'idée qu'on t'en pose 2 en même temps, que tu dois répondre de façon différente. Ouais. Une en éplant, puis une en le disant à voix haute, qui vient te mélanger dans ta réflexion. Fait que bref, je l'ai montré au moins à 3 tables, puis je pense que tout le monde unanimement ont aimé leur expérience de jeu, puis c'est le genre de jeu qui va pogner dans ce genre de soirée-là. Fait que définitivement un jeu que je vais ressortir dans nos soirées d'animation, puis qui va toujours être le fun à jouer. Donc mon jeu d'ambiance de l'année, C'était cool. C'était cool, moi c'était mon 2e choix. Le jeu d'ambiance de l'année, puis c'est quand même drôle parce que j'étais entre celui-là puis un autre, puis moi aussi c'est notre dernière soirée d'animation qui m'a fait brancher sur l'autre. Ouais, là je suis pas mal une idée c'est quoi. Et je parle de Waveland. Waveland, dans le fond, c'est un jeu qu'on va jouer en équipe où un membre de l'équipe va avoir à donner un indice au reste de son équipe. Son indice, dans le fond, c'est on a une espèce de roulette qui est cachée qu'on va brasser au hasard, on va la rendre aléatoire, puis à la fin, quand on va finir de brasser, celui qui va donner l'indice, il va regarder sur la roulette, il va ouvrir une espèce de petite porte. Il va regarder sur la roulette, puis il va avoir une espèce d'échelle de points qui va être quelque part sur la roulette, là, sur l'un des axes de la roulette. Ouais, c'est comme ça un cadran de 180 degrés. Ouais, exactement. Fait que ça va arriver sur un degré de ce cadran-là. Il va refermer la petite porte, puis il va avoir une carte qui va lui donner un spectre. Fait que du plus froid au plus chaud, du plus présentable au moins présentable, du plus célèbre au moins célèbre. Fait qu'il va avoir juste des 2 extrêmes comme ça, puis il va falloir qu'il donne un indice pour trouver le bon degré sur le cadran qu'il a mis. Ça a l'air de rien comme ça. Puis quand je l'ai expliqué, j'ai expliqué juste à une table, moi. Mais ils ont joué avec ça toute la soirée, puis ça a hurlé. Ah oui, dans toute la soirée d'animation. Il était rendu 12 à jouer à la fin en équipe de 5-6. Fait que c'est vraiment un jeu qui est très le fun parce que tout simplement, il va y avoir plein d'insights qui vont se former dans l'équipe. Parce que c'est du plus chaud au plus froid. Tout simplement, si mon aiguille est juste un petit peu du côté chaud, ben là, qu'est-ce que je vais dire? Qui est un petit peu plus chaud que tienne, mais qui est pas trop chaud non plus. Le café du McDo est réputé pour être très chaud, ça sera pas ça. Ça va être. Fait que là, il y en a un qui va dire la tarte que ma mère a fait ou je sais pas quoi. En se faisant des insides entre eux autres, ça va hurler quand ça tombe direct pile poil dessus. C'est vraiment un super bon jeu d'ambiance. Celui-là aussi s'explique en 3 minutes, même pas. Pour expliquer les règles une fois qu'on l'a devant soi. Puis en plus, le matériel est super beau. Là, on sert du plateau de jeu. Puis on sert, tu fais juste ouvrir la roulette, t'acclenches à l'intérieur de la boîte de jeu. Là, est faite pour ça. Et les marqueurs sont direct dans la boîte de jeu. Tu fais juste l'ouvrir, tout ça. Puis les gens sont prêts à jouer. C'est vraiment une super belle production. Pour l'instant, il n'est pas super facile à trouver. Ouais, la première vague s'est vendue comme ça. Donc éventuellement, il va revenir en magasin, puis il est à 45-50$. Fait que c'est vraiment un jeu qui vaut la peine. Il y a beaucoup de rejouabilité. Il y a quelque chose comme 100 puis même si les cartes sont en anglais, c'est pas grave, parce que si une personne est capable de les traduire autour de la table, tout le monde va pouvoir jouer. Ça prend juste quelqu'un qui dit ça, c'est chaud-froid, puis lui, il n'a pas besoin de voir l'indice. La personne va choisir un indice en fonction d'où est l'angle qu'il doit trouver. Fait que vraiment un très très bon jeu de party et d'ambiance. Waveland, et on a eu la preuve dans la soirée d'animation. Oui, on salue le groupe qui a joué.
Pour notre 4e catégorie, aujourd'hui, on va y aller avec, dans le fond, l'innovation de l'année. Fait que le jeu qui a été le plus innovateur. Fait que là, ça peut être un aspect technique, là, un ajout d'une application, quelque chose du genre. Ça peut être une mécanique de jeu simplement. Pour ma part, mélange ou un mélange, quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Pour ma part, je vais avec une mécanique de jeu, puis le jeu que je nomme, c'est Detective City Avengers de Van Ryder Games. Dans le fond, toi t'as pas joué encore, je pense. Non. Dans le fond, ce jeu-là, il y a 2 choses que je trouve particulières à l'intérieur du jeu, que je trouve très innovateur. Premièrement, c'est le mode de jeu. On peut jouer pas tout à fait one versus all. Disons qu'on joue à 4, il y en a un qui va avoir le chisel qui contrôle l'enquête, qui est une espèce de master, un peu comme à Descent, mais chacun des détectives va quand même être individuel. C'est le premier à trouver la réponse qui l'emporte. On peut jouer full co-op ou on peut jouer solo aussi. Fait qu'il y a différents modes de jeu, ça c'est pas pire. Mais c'est surtout la mécanique d'interrogatoire quand on joue contre le chisel qui est vraiment intéressante. Parce que l'une des actions qu'on va faire, c'est un jeu d'enquête. Fait qu'on cherche un crime. La thématique du jeu est très bien rendue. On se promène dans le Los Angeles des années 50. On va aller questionner le chef de la peg à telle place, le barman de telle place, l'amante qui sortait avec l'acteur, bon, etc. Très LA interdite, là, c'est vraiment ce genre, dans cet univers-là. Puis dans le fond, la mécanique d'interrogatoire est vraiment particulière. Quand on prend une action pour interroger le chisel, donc le DM, il y a une espèce de gros cahier avec toutes les réponses possibles, toutes les questions possibles. Puis lui, il peut bluffer. Mais lui, il n'a pas à improviser une réponse. Le joueur va dire, ben, j'interroge, il a trouvé un pistolet précédemment dans la partie, je demande au chef de la PEG, t'as-tu quelque chose à me dire à propos de ce pistolet-là? Puis moi, je vais regarder dans mon cahier, tel pistolet, il est là, voici toutes les réponses que je peux donner. J'ai des petites cartes avec toutes les réponses qui sont écrites dessus, je vais choisir laquelle. On me donne une information en disant celle qui donne le plus de renseignements pour l'enquête, c'est cette réponse-là. Je vais décider si je donne cette réponse-là ou une autre, si je bluffe. Je vais la mettre dans une petite enveloppe, je vais la donner à ce joueur-là. Les autres joueurs, avec les ressources qu'ils ont accumulées dans la partie, ils peuvent envoyer un espion. C'est genre, je connais le barman qui travaille dans ce bar-là. Fait que pendant que tu es en train de jaser avec le gars, je paye mon informateur pour qu'il me donne la même réponse que tu as eue. Puis le joueur lui-même va décider, le joueur qui reçoit la réponse, une fois qu'il va décider s'il croit la réponse ou s'il ne croit pas. Puis il y a une mécanique qui tourne autour de ça. Dans le fond, je cale ton bluff. Si je réussis à me rendre compte que tu m'as bluffé, je vais gagner un avantage sur celui que je suis en train d'interroger. Par contre, si j'utilise la force puis tu bluffais pas, ben c'est toi qui gagnes un avantage sur moi que le DM va pouvoir utiliser plus tard dans la partie. Fait que toute cette mécanique d'interrogatoire-là est super intéressante. Puis en plus, chaque case, chaque enquête que tu peux faire vient dans une petite boîte. Puis chaque enquête amène des nouvelles mécaniques à l'intérieur du jeu. Quand tu ouvres la boîte, le chisel, celui qui gère l'enquête, il va expliquer les nouvelles mécaniques qu'il va avoir d'une partie à l'autre. Fait que le jeu, évolutif, c'est un mot trop fort, mais il y a des nouvelles règles qui rentrent dans le jeu d'enquête en enquête. Fait que toute la mécanique d'interrogatoire, comment ça marche, j'avais pas vu ça encore dans ce jeu-là. C'est vrai que c'est assez unique. Un aspect de bluff, mais que j'ai pas besoin d'improviser ce que j'ai à dire. Je choisis par une banque de réponses, puis là, je vais bluffer avec ça. Fait que ça, c'est intéressant, ça permet à tout le monde aussi. Lui, son but au chisel, c'est-tu que les détectives réussissent pas? Ben, dans le livre de règles, juste les guider dans l'enquête. Dans le livre de règles, il te présente de 2 fois, puis tu vas choisir comment tu vas jouer ta game. Est-ce que je joue contre vous autres? Ouais, fait que là, je veux que vous la ratiez. Fait que là, je vais vous dresser les uns contre les autres, puis je vais te donner une information à toi qui n'est pas la même que l'autre. Ou il peut être vraiment DM. OK. Fait plus guidé. Guider, avoir un pace. Puis faire une belle histoire, puis avoir une belle expérience. Exactement. Okay. Fait que moi, c'est comme ça que je le joue généralement. Puis c'est vraiment très, très, très bien réussi avec des super belles composantes. Il y a une extension qui sort prochainement. Je pense qu'elle est arrivée en magasin. Bullets Over Hollywood. La dernière extension, mais ça, je suis pas certain. Mais bref, si vous aimez les jeux d'enquête, y a-t-il une version française qui s'en Non, je pense pas. J'ai pas vu. Je suis pas certain. Il me semble qu'on m'a dit oui. En tout cas, bref, ça, c'est peut-être son plus gros défaut parce qu'il y a un vocabulaire slang LA années 50 à l'intérieur. Fait que ceux qui ont de la misère en anglais, ils ont des fois de la misère à lire les indices, surtout que les réponses se donnent par écrit. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut que tu sois capable de le lire. Je peux pas te l'expliquer pour être sûr que c'est clair. Pas que les autres le sachent. Fait qu'il y a peut-être un défaut pour ceux qui ont plus de misère en anglais, mais sinon, un excellent jeu de détective City Avengers. Moi, je vais y aller avec un jeu qui s'appelle Tiny Town. À ne pas confondre avec Little Town. C'est comme un peu mélangeant. Mais Tiny Town, en fait, c'est un jeu où on a un petit plateau de 4x4 cases. On construit une petite ville, dans le fond, avec des bâtiments qui ont des petites synergies pour scorer des points. Puis où je trouve le jeu super innovateur, en fait, c'est un roll and write. C'est le principe du roll and write, sauf qu'on a enlevé les dés. Fait que dans le fond, à chaque tour, un joueur va choisir un cube de ressources et tous les joueurs autour de la table vont aller prendre un cube dans une couleur et le placer sur leur plateau.
au lieu que ce soit un dé qui dise ben là on place un rouge ou on place un jaune, chaque joueur à son tour va décider quel cube tout le monde va placer. Puis dans le fond, les cubes vont représenter des schémas de bâtiments. Fait que si je mets un cube rouge, un cube jaune puis un cube bleu, ben là, à la fin de mon tour, je peux enlever ces 3 cubes-là, puis je construis une maison à place parce que c'est le schéma qui est demandé pour faire une maison. Il va y avoir des schémas pour faire toutes sortes de bâtiments. Là, on a, je pense, 7 sortes de bâtiments qu'on a dans une partie. Puis chaque type de bâtiment, on a 4 modèles de cartes qui vont fonctionner différemment. Fait que ça c'est cool aussi, ça va varier les parties puis les différentes synergies que les bâtiments vont avoir. Fait que j'ai trouvé ça ingénieux de remplacer le dé du roll and ride par la décision des joueurs. Puis juste le fait de faire ça, ça va créer beaucoup de tension parce que ça devient une interaction. Ok, je vois que toi, je sais pas, t'as déjà 2 cubes jaunes de placer sur ton board, mais moi j'en aurais besoin d'un. Je vais prendre un cube jaune, là, toi, maintenant, t'as trop de jaune à placer sur ton board, c'est pas avantageux. Fait que tu peux pousser une certaine couleur un peu plus pour essayer de nuire aux autres. Fait que ça ajoute une belle dimension au jeu. Puis ça fait des parties assez tendues. Ouais, assez tendues dans Tiny Town. Donc pour ces raisons-là, toute cette innovation-là, puis le système aussi de points qui est très cool avec les synergies des bâtiments, puis le fait que ça soit jamais les mêmes. Donc plein de petites mécaniques un peu innovatrices à l'intérieur du jeu. Fait que ça fait un bel ensemble qui est vraiment très cool comme gameplay. J'ai rarement vu des jeux qui ressemblaient à ça. Puis qu'il y avait ce type d'interaction-là. Donc, Tiny Town, qui serait mon jeu, la meilleure innovation cette année. Puis il vient de sortir en français là, tout dernièrement. C'est Les Petites Bourgades. Ouais, et voilà. Un mot qu'on n'utilise pas souvent. En tout cas, pas ici. Pour notre 5e catégorie, on y va avec le meilleur jeu familial de l'année. Ouais. Je vais continuer un peu dans la même veine que le dernier jeu. Donc après, vous aurez parlé de Tiny Town. Je vais vous parler de Little Town. Donc, qui serait mon jeu familial de l'année. Little Town, c'est un jeu très sympathique de placement d'ouvriers. Je pense que c'est le meilleur jeu de placement d'ouvriers d'introduction que je connaisse ou que j'ai appris à découvrir cette année. Donc, on va avoir une grille sur le haut du plateau. Puis après ça, on va avoir dans le bas 12 bâtiments qui sont des petites tuiles qu'on va pouvoir construire pendant la partie. Puis les 12 bâtiments sont mis au hasard. Fait qu'on en a, je pense, le double dans la boîte. T'en choisis 12 au hasard, t'es mis sur le plateau. C'est les 12 bâtiments qu'on peut faire dans cette game-là. Puis dans le fond, on va avoir chacun un certain nombre d'ouvriers selon le nombre de joueurs. Et à ton tour, soit que tu places un ouvrier sur le plateau du haut, là, sur la grille. Puis dans le fond, quand tu le places sur la grille, tu actives toutes les 8 cases autour de ton ouvrier. Fait que dans le fond, il y a des endroits de ressources qui sont imprimés sur le plateau, fait que, qui génèrent du bois, qui génèrent de la pierre, qui génèrent des poissons. Et éventuellement, l'autre possibilité, c'est d'aller placer un ouvrier dans le chantier et de construire une des 12 tuiles. Puis dans le fond, quand tu construis une tuile, tu la places sur le plateau, sur la grille, à quelque part. Puis tu vas mettre ta petite maison pour dire qu'elle t'appartient. Ça va aussi te donner un certain nombre de points. Et plus tard dans la partie, ben, quand quelqu'un place un ouvrier à côté de ta maison, ben, il va activer ce bâtiment-là. Fait que là, si c'est un bâtiment qui est à toi, ça te coûte rien l'activer quand tu mets un ouvrier. Mais si c'est un autre joueur, il faut qu'il te paye une pièce pour activer ton bâtiment. Fait que tranquillement, le board va... dans le fond, on va placer des tuiles, les bâtiments qu'on construit sur le plateau, fait que le plateau va grossir en cours de partie. Puis là, les endroits vont devenir plus efficaces aussi, parce que si en partant, je mettais un ouvrier à un endroit, puis que je faisais 2-3 ressources, mais là, ça se peut que je fasse 2-3 ressources, puis que j'attire 3 bâtiments en même temps que je place mon ouvrier là. Fait que les spots intéressants, ou ce qui sont à la jonction de toutes ces actions-là, ben, ça va devenir très compétitif pour aller les chercher avant les autres. Fait que c'est super intéressant, puis le jeu est très simple, ça roule très bien, super beau matériel aussi, belle production. Les bâtiments vont te permettre de faire des petits combos aussi qui sont quand même intéressants, de transformer des ressources en points, de faire des transformations de ressources. Il y a des petits combos à faire là-dedans. Puis super sympathique, puis le fait qu'on n'utilise pas tous les bâtiments à chaque partie, que ça va changer de game en game, ça aussi c'est super intéressant. Puis si tu joues avec des plus jeunes, mais tu pourrais même sélectionner des bâtiments qui sont peut-être plus simples à comprendre. Pour moduler ta partie. Ouais, c'est ça, moduler la difficulté en conséquence avec qui tu joues. Fait qu'un très beau jeu à jouer en famille, jouer avec vos enfants, les initier au placement d'ouvriers pour en faire des futurs Eurogamers, c'est le jeu qu'il vous faut. Donc Little Town, mon meilleur jeu familial en 2019. Moi, dans mon cas, mon jeu familial, tant qu'à parler d'initier des plus jeunes à un certain type de jeu, si un jour tu aimerais jouer avec tes enfants à Gloomhaven puis tu trouves ça compliqué comme jeu Legacy, je te recommanderais de commencer avec Machikoro Legacy. Oh! Pour explorer qu'est-ce que c'est un jeu Legacy. Puis tu sais, Machikoro, c'est un jeu qui existe déjà. C'est sûr que moi, j'avais un billet dans cette catégorie-là, parce que Machikoro, à la base, c'est pas mal le jeu préféré de mon gars, qui a 9 ans. Ouais. Miniville, la version française. En français.
Mais le Machikoro, lui, en français, le Legacy s'appelle Machikoro Legacy, même en français. Fait que, tu sais, Miniville, qu'est-ce que c'est à la base? C'est une version plus simple de Space Base ou de Village de Valeria Card Kingdom. Là. Fait que, tu sais, on va avoir une série de cartes devant soi. On a juste 2 au départ. On lance un dé. Toutes les cartes qui ont le chiffre de ce dé-là s'activent. On ramasse des sous. Après, avec les sous, on achète d'autres cartes. Fait que là, est-ce que je veux acheter juste le 3 pour que quand je roule le 3, je fais vraiment beaucoup d'argent, ou je vais acheter un 4, un 5, un 6, un 2, un 1 pour que peu importe qu'est-ce que je roule, j'en fasse un petit peu. Puis l'idée, c'est qu'on a 4 trucs à construire, puis le premier qui construit les 4 en remporte la partie. Fait que c'est hyper simple. C'est extrêmement simple. Puis dans la version Legacy, on a tous les aspects d'un vrai Legacy. Fait qu'on déchire des cartes, on ouvre des boîtes. Quand on ouvre la boîte, c'est comme une version plus petite de Pandémie. Là. On a vraiment des grosses boîtes fermées, des petits pointillés que tu ouvres pour aller chercher des nouvelles composantes, des nouvelles cartes. Puis le concept de base, pour ceux qui ont déjà joué, c'est qu'à chaque partie, il y a un des joueurs, souvent le gagnant, mais il y a un des joueurs qui va avoir à choisir une des cartes qui se rajoute au marché de cartes à acheter. Puis toutes les cartes qu'on rajoute sont recto-verso, fait qu'il va choisir quelle version il rajoute. Puis un petit peu à la Charterstone, mais en 1000 fois plus simple, à la fin d'une campagne, on a notre propre version de Machikoro qu'on peut jouer ad vitam aeternam avec cette version-là. Fait que si on n'aime pas ça s'attaquer avec les bâtiments rouges, le gagnant choisit juste l'autre côté, puis on peut finir une game qu'il n'y a pas de bâtiment rouge du tout à la fin dans le village. Puis ainsi de suite. Fait que c'est super simple. L'histoire est très silly, là, très ridicule. Là, on a des mères sur une île. Puis, c'est fait pour une clientèle plus jeune. Ouais, c'est clairement destiné à une clientèle plus jeune. Puis c'est des niaiseries qui se passent au niveau de l'intrigue. Il y a des affaires qui tombent du ciel, des trucs comme ça. C'est très drôle, c'est très premier degré, c'est très niaiseux dans sa narrative, mais mécaniquement, il fonctionne bien. Il est très simple, puis après, on pourrait amener nos jeunes avec des jeux justement plus de type Space Base, aller vers du un petit peu plus gros après ça. Mais si on veut explorer le concept de qu'est-ce que c'est un jeu Legacy avec la famille, c'est 10 games de 45 minutes. Fait que ça se joue bien, ça se joue rapidement pendant une minute. T'as-tu juste des cartes qui se rajoutent ou t'as-tu une gamique avec des collants que tu mets sur les cartes? T'as d'autres choses qui se rajoutent sans rien spoiler, mais c'est pas. T'as une carte, ça c'est l'affaire que tu sais dans les règles là, qu'on t'explique. T'as une carte que tu vas choisir à chaque game, mais tu vas avoir d'autres choses qui vont disparaître ou s'ajouter dans le jeu. T'as d'autres composantes que des cartes qui vont s'ajouter aussi. T'as d'autres mécaniques qui n'existent pas dans le jeu de base que là tu vas avoir à l'intérieur de ce jeu-là. C'est nice, fait que très bien réussi avec un jeu sur lequel je ne trippais pas nécessairement à base. Moi, personnellement, mais avec mon gars, aimait beaucoup, fait qu'on jouait souvent. Puis celui-là, je lui viens amener des petites affaires de plus. L'aspect Legacy, super intéressant. Fait que Machikoro Legacy, meilleur jeu familial de l'année, selon moi. Donc, déjà rendu à notre 6e catégorie. Dans ce cas-ci, ça va être, dans le fond, le meilleur jeu au niveau du visuel et des composantes. Donc, soit le graphisme, soit une composante, soit l'ensemble des composantes, tout simplement la présence du jeu sur la table. Dans mon cas, c'est un peu ça. C'est la présence du jeu sur la table dans son entièreté. Je parle d'un jeu qui est une réimplémentation d'un jeu qui est sorti il y a presque une dizaine d'années. C'est Yggdrasil Chronicles. La nouvelle version est assez différente de l'ancienne version, parce que je considère que c'est vraiment un nouveau jeu. Ouais, c'est un stand-alone. Je pensais me débarrasser de l'ancienne quand j'ai eu la nouvelle. Finalement, elles sont assez différentes pour que je décide de garder les deux. Fait que Yggdrasil Chronicles, grosso modo, c'est un tower defense. On va repousser les dieux de la mythologie nordique en incarnant de façon coopérative Thor, Tyr, Frigg, Odin et compagnie, là, Heimdall, qu'on incarne les dieux de la mythologie nordique. Puis on va repousser, on va empêcher les dieux maléfiques de venir à l'intérieur de l'Asgard. Fait que l'idée, c'est que le plateau de jeu représente l'arbre des mondes, puis on va se promener de royaume à royaume. Dans la vieille version, c'était un plateau, fait qu'on ouvrait, puis il y avait les différents mondes qui étaient dessinés dessus. Dans la nouvelle version, c'est un arbre en 3D qu'on a. Mais il est comme un pied d'eau, là. Il est vraiment gigantesque, et la raison pour laquelle j'ai choisi, c'est pas juste parce qu'il est gros et beau, c'est parce qu'il est fonctionnel. Fait qu'il y a des parties de l'arbre, il y a une partie de l'arbre, la partie centrale, qui va tourner. Sur cette partie-là, il y a des espèces de fentes d'insectes dans l'énorme standee en bois qui est l'arbre, où on va aller glisser différents paquets de cartes reliques. Fait que si tu as besoin d'en piger une, je vais juste tourner cette partie-là, tu vas pouvoir la piger, on va la retourner de bord pour donner accès à un autre joueur. Les meeples, les différentes échelles de puissance des divinités sont imprimées sur différentes parties de l'arbre, puis on va aller littéralement glisser des meeples sur ces échelles-là pour donner la différence. Fait que quand Surtur recrute des géants de feu, les meeples de géants de feu, on va les placer sur une espèce d'échelle qui va monter, mais ils rentrent dans l'arbre, ils tiennent là, ils sont fixes là. Wow. Quand Surtur gagne l'aide d'un géant de froid invoqué par Rocky, ben le géant de froid va se glisser sur le standee de Surtur, puis il va se déplacer avec. Fait que tout est fonctionnel, tout est beau, tout est efficace.
Et pour cette raison-là, pas juste parce qu'il est impressionnant, mais parce que son aspect impressionnant est pratique. Contrairement, par exemple, à un jeu comme Edge of Darkness qui est vraiment pratique, mais qui prend beaucoup de place pour rien. La Twin Tower. C'est gigantesque, mais elle est super belle. Mais il y aurait probablement moyen de faire de quoi de plus simple. Wow, un tremblement de terre. Un petit tremblement de terre qui s'appelle Clank, je pense. On a fait trop de bruit. Donc, c'est ça. Fait que mon jeu au niveau de la composante de l'année, surtout le plateau de jeu de Yggdrasil Chronicles, c'est vraiment quelque chose. Je suis pas sûr qu'on va revoir quelque chose de similaire. Là. C'est vraiment spectaculaire. Super. Mais j'espère que ça va être durable dans le temps. T'sais. C'est ma seule inquiétude. Parce faut que tu le défasses, j'imagine, pour parce ranger qu'il est tellement gros, quelqu'un comme moi qui a une pièce consacrée à ça, tu peux toujours le laisser monter dans un coin, mais ça se traîne mal si tu vas aller chez quelqu'un. Fait que faut que tu le défasses, tu le refasses, puis c'est du carton. C'est du carton épais de bonne qualité qui est bien fait, mais ça reste du carton. Fait que j'ai peur qu'après 10-15 parties, commence à se maganer. En même temps, si j'ai joué 10-15 parties avec, je suis déjà rentré dans mon argent. Ah, puis il y a un aspect campagne, je pense, même dans le jeu. Hein? Ouais, ben dans le fond, c'est l'autre affaire qu'ils ont acheté par rapport, je n'ai pas parlé parce que c'est pas au niveau des composantes en tant que tel, mais il vient qu'un espèce de petit livret de campagne. Fait que si on veut jouer une game standalone, il y a un petit scénario qu'on peut suivre, puis sinon, on peut y aller en campagne, puis là, nos personnages vont progresser, puis on va acheter des nouvelles habiletés, puis notre personnage va être plus puissant de game en game. Puis il y a une petite histoire qui va suivre sur 6 parties. Fait qu'en plus, la campagne n'est pas trop longue. C'est un jeu coop, fait que c'est tout le temps le fun à faire en campagne. Je l'ai pas encore fait, j'ai joué juste des games standalone, mais vraiment très très intéressant. Fait que Yggdrasil Chronicles, puis pas très cher pour la qualité des composantes. Ouais. 65$ à peu près, c'est quand même dispendieux, on s'entend. Mais quand on voit le plateau sur la table, on fait comme ok, ouais, c'est pour ça. Il vaut vraiment la peine. Pour moi, ça n'a pas été une catégorie très difficile à faire parce que cette année, je pense que j'ai trouvé un des jeux qui a le plus beau visuel dans les jeux de ma collection. C'est un jeu aussi qui a un thème que je trouve vraiment le fun, qu'on voit peut-être pas assez dans le board game, là, mais c'est le jeu Parks. Okay. Donc un jeu où on visite des parcs nationaux. Et dans le fond, chacune des cartes de parcs nationaux, c'est vraiment des illustrations qui représentent des vrais parcs nationaux aux États-Unis. Donc c'est inspiré d'une série d'images justement, je pense qu'il est utilisé dans des calendriers, des choses comme ça, qui représentent les parcs nationaux aux États-Unis. Donc en partant, le artwork est vraiment magnifique. Et aussi les composantes du jeu, donc ça a été un jeu Kickstarter, mais tu sais, t'as des petits meeples d'animaux sauvages qui représentent les ressources wild que tu peux utiliser. T'as des petits soleils, des petites gouttes d'eau, t'as tous des trucs en bois gravés, donc c'est vraiment très très beau. T'as des inserts de game trees dedans. Fait que tu sais, c'est vraiment comme la totale, je trouve. Tu sais, autant les composantes sont super belles, t'as des inserts dedans, puis en plus, la qualité du matériel et des illustrations est vraiment wow. Puis moi, c'est un thème que j'apprécie beaucoup. De faire de la randonnée, tout ça. J'en ai visité quelques-uns aussi quand j'ai fait le tour des États-Unis. Puis ça me rappelle ces souvenirs-là quand je joue à Parks. Puis de voir ces places-là, j'aurais le goût d'aller visiter cette place-là en voyant la carte. Ça donne le goût de voyager, ça donne le goût de rêver quand tu joues une game de Parks. Fait que je trouve que c'est bien implanté, puis tu le ressens. Cette beauté-là ressort dans le jeu quand tu y joues. Fait que pour moi, je pense que c'est une de ses grandes qualités. Ce qui fait que le jeu a eu une certaine popularité, mais je pense que c'est bien mérité pour Parks, pour l'ensemble de sa production, autant visuelle que qualité. Là, c'est vraiment un beau petit jeu. Le gameplay est super le fun. C'est pas le jeu de l'année niveau gameplay, mais c'est un beau petit jeu d'introduction qui est le fun à jouer, relax, c'est zen. Puis ça nous fait voyager, donc ça nous envoie... C'est un jeu qui sort quand même assez souvent dans les soirées d'animation. Puis généralement, quand il y a des gens qui le voient à table d'à côté, ils disent hey, quand t'auras une seconde, tu prendras ça, tu vas le montrer, ça a l'air le fun, ça a l'air intéressant. C'est vrai qu'il y a de la gueule sur table. Clairement. Fait que c'est mon choix pour le plus beau visuel et les plus belles composantes, Parks. Puis la version française vient de sortir aussi. Qui s'appelle Parks. On est déjà rendu à notre 7e catégorie et c'est une catégorie que vous nous avez proposée l'année dernière qu'on a décidé d'ajouter. C'est la catégorie du meilleur jeu solo de l'année. Donc, vous savez que je suis pas nécessairement un très grand joueur de solo, mais j'ai quand même l'occasion d'en essayer quelques-uns dans l'année de temps en temps. LP est plus un joueur de solo que moi, là, avec t'as peut-être plus de choix. Ouais, moi j'en achète beaucoup qui sont des jeux spécifiquement solo pour jouer solo. Là. Donc mon choix pour le meilleur jeu solo de l'année, c'est un jeu qui joue en solo, mais qui joue aussi en multijoueur. Mais je trouve qu'en solo, il y a beaucoup d'avantages à le jouer en solo, on va en parler. Mais je pense que ça va être notre premier crossover. Peut-être. C'est Marvel Champion. Donc Marvel Champion, le jeu de cartes évolutif de FFG sur la bannière Marvel. Donc c'est un jeu où on incarne un des héros. On va avoir un deck de cartes qu'on construit préalablement avant de commencer la partie.
On a des règles à respecter pour la composition du deck, mais on peut quand même jouer. Plus on achète de cartes d'extension, plus on a de choix de cartes qu'on peut mettre. Et on va choisir un vilain, dans le fond, qui est comme un peu un scénario qu'on va faire, voir le méchant avec son deck de cartes, ses trucs. On peut customiser un peu, là, on peut changer certains groupes de cartes pour acheter de la difficulté ou acheter de la saveur. Fait que bref, on a à faire les decks de cartes avant la partie et après ça, on va jouer. Fait que c'est vraiment un jeu de cartes où on va avoir une espèce d'engin. C'est une construction d'engin, là. On va générer des ressources pour nous permettre de jouer nos cartes. Les cartes peuvent être jouées comme des ressources aussi. Ils ont toutes des icônes de ressources là, dans le coin. Et on va placer des cartes qui sont des équipements, des habilités pour notre personnage, des alliés aussi qu'on peut utiliser. Fait qu'on va gagner de plus en plus de cartes, on va pouvoir les utiliser, on va se faire une espèce d'engin comme ça. Ton héros va avoir sa carte qui représente son héros, mais aussi son alter ego. Donc, il n'a pas son costume de super-héros. Puis il peut avoir ses habilités. Certaines cartes vont avoir une synergie si tu es en alter ego ou si tu es en héros. Puis une fois par tour, il faut que tu décides de quel côté tu peux switcher. Puis le méchant n'agira pas de la même façon. Surtout, il va manigancer davantage. Donc, il va faire avancer son plan machiavélique si tu es du côté de l'alter ego, mais il va t'attaquer directement si tu es du côté du héros. Fait qu'il faut que tu gères ça. Dire que là, le plan il est trop avancé, fait qu'il faut tout qu'on finisse notre tour au héros, parce que sinon, il gagne la game parce qu'il réussit son plan maléfique. Ouais. Donc pourquoi j'ai choisi comme meilleur jeu solo? Parce que je pense qu'il y a des grandes qualités comme jeu solo. Premièrement, il est pas long à installer. Une fois que tes decks sont faits, tu mets ça sur la table, tu es prêt à jouer. Et surtout la durée de la partie en solo ou 2 joueurs, je pense qu'elle est à son apogée. Parce qu'à 3-4 joueurs, j'en ai joué des parties à 3-4 joueurs, puis c'est long, ça devient comme interminable. Fait en solo, tu peux jouer un personnage, ou tu peux en jouer 2 si tu veux. Tu peux jouer plusieurs mains. Ça te tente de jouer 2 decks. Puis tu as peut-être avantage à faire ça parce qu'il y a beaucoup de synergies qui sont faites entre 2 personnages. Tu peux t'aider, tu peux jouer des cartes pour faire piger des cartes à l'autre, tu peux bloquer une attaque, attaque à l'autre. Fait qu'il y a des choses que tu peux faire pour t'aider. Fait que ça, c'est super intéressant. Mais si tu veux essayer juste un deck, un héros, tu peux jouer un héros contre un vilain. Puis la partie est plus rapide aussi. Parce que dans le fond, le méchant a un nombre de points de vie égal à X fois le nombre de joueurs. Fait que c'est sûr que si tu joues solo, il n'y a pas beaucoup de points de vie. La partie va rouler très rapidement, très bien. Fait que c'est vraiment des belles qualités, je pense, pour un jeu solo. Puis je l'ai joué quelques fois en solo pour vraiment essayer des decks ou dire hey, j'ai le goût de me monter un deck avec tel héros, voir si telle synergie de cartes ça peut marcher. Fait que c'est le genre de choses qui va être à explorer dans ce jeu-là. Il y a déjà des extensions qui commencent à sortir un peu à la tonne. Là. Mais c'est ça. Mais je trouve que. Puis je trouve qu'ils rafraîchissent bien le jeu, les extensions. C'est pas juste on rajoute des cartes pour ajouter des cartes. Les nouvelles cartes amènent des nouvelles mécaniques, des choses différentes. J'ajouterais que c'est surtout les decks vilains qui vont amener des nouvelles mécaniques. Parce que les decks de héros, les decks de héros sont le fun. Là. Captain America il pitch son bouclier, puis il y a des mécaniques autour de ça. Miss Marvel, elle va rechercher des cartes elle peut garder ses cartes dans sa main si elle défausse une carte au moment où elle joue. Ils ont tout un petit quelque chose, mais c'est surtout les decks de vilains. Norman Osborn, c'est pas du tout la même game que Rhino, puis le Wrecking Crew, c'est pas du tout la même game que très cool les twists qu'ils font sur ces cartes-là. Donc pour moi, c'est mon meilleur jeu solo de 2019, Marvel Champion. Dans mon cas, mon meilleur jeu solo, je vais arrêter, c'est Marvel Champion. Je le savais. Moi, dans le fond, à la base, j'étais un grand fan de Horreur à Arkham, le jeu de cartes pour 2. Puis j'étais un grand fan aussi de Lord of the Rings, le jeu de cartes pour 2. J'avais décidé de ne pas garder ces 2 jeux-là parce qu'ils sont quasiment identiques. Étant donné qu'il y a l'aspect campagne, les deux, ils ont des milliards de scénarios qui existent. Si tu veux mettre de l'argent là-dedans, tu peux. Et Marvel, un petit peu comme David l'a dit, dans le fond, j'en parlerai pas longtemps, on vient de le détailler en masse. Marvel, lui, fait semblant qu'il peut aller jusqu'à 4. Parce que Horreur Arkham puis Seigneur des Anneaux, techniquement, les deux pouvaient y aller. On disait dans les deux règles, achète 2 boîtes de base, tu peux jouer à 4. Personne fait ça. Personne fait ça. Mais là, Marvel, ils ont tout mis pour que tu puisses jouer direct à 4, mais c'est interminable. C'est pas des jeux qui sont bien designés à 3 puis à 4. C'est un jeu qui, à la base, est designé pour être solo. Ou 2. C'est la même chose pour... puis ils ont comme ouvert le jeu pour qu'il se joue bien à 2. Mais le design original, c'est des jeux solo. Puis là, il est ouvert pour qu'il joue à 2. Marvel, ils ont décidé de monter direct à 4, mais c'est pas une bonne idée. C'est trop long, il y a trop d'affaires qui se passent. Le méchant, il y a trop de points de vie, c'est trop long. Ça devient répétitif. Là. Tu passes 2 fois ton deck, tu fais comme. Parce que quand ça fait 3 fois que tu as roulé ton deck puis tu as joué toutes les cartes de ton deck, tu fais comme, ok, j'ai vu ce que mon deck peut faire dans ce game-là, c'est correct. Fait que c'est vraiment pas un jeu, selon moi, à jouer à 3 ou à 4. Peut-être pour le montrer, ou des fois ça arrive dans les soirées d'animation. Mais c'est vraiment des bons jeux à 1 ou à 2. Puis lui, si jamais vous possédez Horror Arkham puis Lord of the Rings ou Lord of the Rings, puis vous demandez si vous voulez Marvel Champions, moi personnellement, je l'ai acheté parce que je trouve qu'il se marie bien à ces deux autres.
complète bien ces autres jeux-là, parce que justement, il n'est pas campagne, lui. Non, fait que si je peux jouer juste une game comme ça, j'ai pas besoin d'acheter 8 packs d'extensions après. Juste avec ton jeu de base, tu peux jouer en masse des games. Ouais, parce que tu peux jouer à hard, tu peux mélanger les petits. Tu peux mettre les cartes difficiles. Ouais, parce que dans le jeu de base, tu as 3 vilains puis 5 héros. Si tu joues des games à 2, disons, ben, le temps que tu fasses toutes tes combinaisons de comment que les héros peuvent se combiner entre eux pour aller battre ces 3 vilains-là, tu as déjà plusieurs parties qui peuvent être jouées. Puis juste le fait de rajouter un deck de vilains là-dedans, ça vient tout mélanger ça. Ouais. Tandis que le joueur Arkham, il est excellent, il reste supérieur selon moi, mais là, il faut que tu t'embarques dans des campagnes pour faire ça, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans Marvel Champion. Peut-être qu'ils vont le faire un moment donné, mais pour je pense qu'ils vont en sortir un pack d'histoire avec le Infinity Stone ou des choses comme ça. Fait que bref, en effet, un excellent jeu qui se joue super bien, qui s'apprend bien, les règles sont un petit peu plus streamlined, si je peux dire, que les deux autres versions sont un peu plus simples à comprendre. Il y a des jetons puis des cartes qui vont venir expliquer les statuts. Fait que très très bon jeu, Marvel Champion. Puis la gestion des ressources est plus le fun aussi. Parce que tu n'accumules pas des jetons de ressources et tu défausses tes cartes servent de ressources. Ouais. Ça, c'est cool. Tu dis, je joue celle-là à coûte 3, fait que je défausse ces 3-là pour la payer. Ou des fois, j'ai une carte qui donne 2 ressources. Là. Mais bref, excellent choix de jeu solo. Marvel Champion, je recommande. Yes. Qu'on franchit notre première moitié avec notre 8e catégorie, le meilleur jeu coopératif de l'année. Puis ça, on en joue pas mal. On en joue pas mal. Dans mon cas, ça va être aussi le premier... C'est mon premier? Ouais, ça va être le premier, ce que j'appellerais le Miniatures Fest. Oh. Fait que c'est un jeu de figurines, c'est un jeu de miniature où on va explorer une galaxie lointaine, trouver une planète de remplacement à la nôtre. Oh. Et la raison pour laquelle j'ai choisi dans le coop de l'année, c'est parce que dans sa mécanique intrinsèque, on n'a vraiment pas le choix de bien collaborer ensemble pour réussir l'émission. Et je parle de Ciné Temporé. Techniquement parlant, sur Board Game Geek, Ciné Temporé est sorti en 2018, officiellement, mais c'est un Kickstarter qui a accumulé plein de retards. Fait que la grande majorité des backers l'ont reçu en 2019, à moins que je me trompe. Fait que je l'ai quand même mis en 2019. On se permet de tricher quand même un peu. Ouais, c'est ça. Puis si ça fait pas votre affaire, ben c'est ça qui est ça. C'est donc de Ludus Magnus Studio. Ciné Temporé, c'est un jeu de figurines. Fait qu'on va avoir des scénarios à faire. C'est un jeu qui est de type sandbox. Fait que les scénarios, on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre. On va explorer une planète, découvrir des nouvelles zones, affronter les ennemis qui sont dans ces zones-là. On va faire progresser notre personnage dans un arbre de compétences avec les points d'expérience qu'on achète. Puis la mécanique, c'est une mécanique de points d'action sur une espèce de plateau circulaire. Fait que dans le fond, c'est les jetons de nos personnages vont commencer à certains endroits de ce plateau-là. Les ennemis sont à c'est comme une roue d'initiative. C'est une roue d'initiative. Fait qu'il n'y a pas de tour de jeu. C'est super intéressant. Fait que quand je joue, j'ai 6 points d'action que je peux dépenser par tour si j'ai tel personnage, 5 si j'ai tel personnage, mais je suis pas obligé de toutes les dépenser. Je peux dépenser 3 points d'action. Fait que j'avance de 3 cases sur la roue, puis je décide mon tour arrête là. Puis là, la case d'après sa roue, il y a tel monstre que lui dépense 5 points d'action. Fait que lui, il avance de 5 cases. Puis après, ça revient à moi tout de suite. Tandis que si j'avais dépensé mes 5 points, ben, le monstre il aurait peut-être tout le temps de jouer 2 fois avant que je rejoue, etc. Fait que tu vas gérer tes points d'action comme ça, puis c'est là que la collaboration devient super importante. Tu vas voir si tu as le healer dans l'équipe. Ok, c'est quand le healer la prochaine fois qu'il joue? Il joue dans 6 actions. Fait que si moi je fais mes 6 actions complètes, je joue après lui. Fait que je vais avoir eu le temps de me faire maganer pour que lui il puisse m'aider. Toi, tu vas arriver par là, tu vas pouvoir faire tel truc. Toi, tu vas arriver là, tel truc. Tu vas me donner tel objet pour que je puisse faire telle affaire. Fait qu'on va regarder. Il y a une mission entre autres qu'il faut amener un objectif A à l'endroit B. Puis t'as pas le choix, t'as pas assez de temps pour la faire, fait que t'as pas le choix de regarder sa roue des actions puis de dire ok, moi je vais aller là, je vais le dropper là, toi tu passes, tu le ramasses, tu t'en vas, tu le drops là, lui il passe, il le ramasse, il le drop. Ainsi de suite, fait que c'est un jeu super bien réussi, puis il y a toutes les autres qualités que j'aime d'un gros jeu de figurines, il y a des belles figurines, du bon matériel. La narrative est ordinaire. Oups. Parce que t'as une campagne, mais tu sais, ils ont demandé à un gars, t'as 2 heures pour nous écrire ça, faites quoi? Oups. Tu sais, la narratif, c'est pas extraordinaire à l'intérieur du jeu, mais ce jeu-là, c'est pas pour ça que tu le joues. C'est pas pour être jeté à terre par une narrative extraordinaire. Peut-être que ça va se corriger dans les autres campagnes. J'avais 4 ou 5 campagnes là, à faire avec ça. C'est un bon jeu coop de figurines comme c'est un excellent jeu de figurines coop avec un excellent système de progression. Puis l'autre affaire qui est le fun aussi dans la coopération du jeu, c'est que les habiletés que tu vas acheter quand tu montes de niveau, tu vas essayer de créer des synergies avec tes alliés. Fait c'est dans le choix de compétences qu'on fait, on prend-tu cette compétence-là, si toi tu prends elle, on va pouvoir faire tel truc ensemble quand on va jouer. Fait qu'il y a cette synergie-là. Puis surtout si tu as la version Kickstarter, mais même si tu as le jeu de base, tu as plus que 4 bonhommes de disponibles, mais thématiquement, ils sont tous ensemble dans le vaisseau. Fait que tu choisis lesquels 4 parmi les pages qu'on a pour aller faire une mission. Fait que selon l'objectif de la mission, tu peux dire, lui, on va le mettre de côté, on va y aller avec lui. Puis de la même façon pour l'évolution des
caractéristiques de chacun des personnages. On s'entend comme ça. Fait que très très bon jeu coopératif ciné-temporé de Ludus Magnus Studio. Je dois avoir joué comme 25 games cette année. Wow. C'est un jeu que j'ai joué Quand beaucoup. Les games sont relativement courtes, là. Surtout en début de campagne, c'est comme 45 minutes une partie. C'est une demi-heure placée le jeu. 45 minutes la jouer, fait que t'en joues 2-3 collés dans la même soirée pour en profiter. Mais c'est ça, Ludus Magnus a fait ciné-temporé, mon jeu coop de l'année. Moi, mon jeu coop, j'en ai joué beaucoup moi aussi, mais j'ai choisi un jeu qui sort de l'ordinaire des jeux coop qu'on joue habituellement. En fait, c'est un jeu, c'est quasiment un jeu de mathématiques. Okay. Ça s'appelle Mental Block. C'est un jeu où on va avoir des espèces de blocs en forme, là, de différentes formes. Là. Des blocs en triangle, des blocs en carré, des blocs en rectangle, etc. Et sont en 3D. Là. Dans le fond, chaque joueur va recevoir une vue isométrique d'une figure. Okay. Fait que moi, je peux recevoir la vue de face, toi tu reçois la vue de côté, l'autre personne, la vue de haut, la vue de... etc. Puis là, dans le fond, on n'a pas l'air de se montrer nos cartes. Okay. Mais le but, c'est qu'on prenne les blocs, qu'on refasse la forme en 3D en utilisant les informations que chacun a. Okay. C'est vraiment cool comme principe. Ça a un gros potentiel éducatif aussi. Okay. Ma copie est justement à l'école. Des fois, je l'ai sorti avec des élèves le midi ou on a joint de collègues à un moment donné aussi avec des profs de maths justement pour leur montrer que ce jeu-là, ça pourrait être cool. Quand tu vas parler des figures et tout ça en 3D, par la géométrie, c'est vraiment très cool pour comprendre le principe justement des vues isométriques autour d'un solide en 3D. Fait que c'est vraiment bien fait. Tu as le droit de dire OK, ben moi je vois un carré bleu, puis à côté je vois un triangle gris, puis là par-dessus je vois un carré jaune, mais ça se peut que tout le carré jaune que tu vois, ce soit un triangle qui est comme ça. Ouais. Parce que l'autre bord, lui, il voit que c'est un triangle parce qu'il a la vue de côté. Fait que c'est vraiment très cool le côté coopératif qu'on va avoir. Puis, tu sais, les blocs en 3D, ben, sont là, on les manipule aussi. Fait que t'as ce côté-là tactile qui est vraiment le fun à l'intérieur du jeu. Puis, t'as 60 niveaux de difficulté. Okay. T'as 60 formes différentes que tu peux faire. Tu peux jouer jusqu'à 8. À 8, ben, c'est un peu beaucoup, là, mais c'est mieux de jouer à 4. Parce qu'à 4, ben, on a juste les 4 faces, dans le fond, droite, gauche, en avant, en arrière. Fait que c'est comme les 4 qu'il te faut. Puis l'autre, c'est qu'il va avoir des vues. Il va avoir des vues, mais sans voir comment c'est découpé. Okay. Sans voir si c'est 2 carrés de 1 ou si c'est un rectangle de 2. Fait que ça donne d'autres indices de plus si t'es plus que 4. Mais pour vrai, à 4, il est vraiment idéal. Puis les challenges sont quand même bons, là. Plus tu avances, plus ça devient difficile. À un moment donné, tu y penses pas tout le temps que, justement, moi je vois un carré, mais ça se peut que ça soit un triangle. Puis là, on déplace les trucs. Là. Ah non, mais moi je vois plus mes affaires. Puis là, on essaie de trouver comment la forme est faite. C'est vraiment très cool comme jeu. Je trouvais ça super original. C'est un jeu que tu n'as pas le choix de communiquer. Chacun connaît une information. Fait que chacun va pouvoir amener quelque chose puis participer à la discussion puis à l'élaboration de cette forme-là. Fait que vraiment très très cool. Un beau puzzle mathématique. Si vous tripez pour la géométrie ou que vous voulez aider vos enfants à mieux comprendre la géométrie, c'est un super jeu. Donc coopératif, mon meilleur pour l'année, Mental Block. Okay. Pour notre 9e Méritas, on y va avec le meilleur jeu de dés de l'année 2019. Pour moi, c'est un jeu qui utilise des dés comme action. Donc, c'est un jeu qui s'appelle Dragon Scale. Ok, non, j'ai pas joué. Donc, un jeu où on incarne un méchant dans une espèce d'univers médiéval fantastique. Là. Ça fait très donjon-dragon. Fait que tu peux jouer une espèce de géant à 2 têtes. Tu peux jouer un chevalier de la mort. Tu peux jouer une espèce de drider araignée. Tu peux jouer une espèce de mini beholder. Bref, on joue un monstre. Chaque monstre va avoir son propre deck de cartes. Puis chaque monstre va recevoir un set de dés, dans le fond, à sa couleur. C'est un jeu où on va avoir un petit écran. Fait qu'on va cacher nos dés des autres joueurs. Fait qu'on va lancer les dés, dans le fond, à la Yadzi. Là. On lance, on a droit à 2 relances. Puis, dans le fond, les symboles que tu vas avoir sur tes dés, c'est les actions que tu vas pouvoir faire pour ce tour-là. Dans le fond, après, on va révéler nos dés un à la suite de l'autre, puis on va les placer sur les actions, dans le fond. Fait que si j'ai une action de déplacement, mais je vais placer mes dés avec les petites bottes sur l'action de déplacement. C'est une action de bouclier, c'est une action de défense. Puis les actions vont se faire en ordre qui sont sur le plateau. Mais dans le fond, tu places tes dés, puis si t'es celui qui a le plus de dés à une action, mais c'est toi qui vas la faire au meilleur. Okay. Le deuxième qui a le plus de dés, il va la faire un petit peu moins bon, puis éventuellement. Puis il y a toujours une place limite pour faire les actions qui est égale au nombre de joueurs moins 1.
Fait que, tu sais, dans le fond, si on veut attaquer le dragon, qui est comme le but du jeu, c'est de tuer un dragon collectivement, là, pour être le méchant le plus cool. Là. Mais, fait que, tu sais, si on joue à 4, il y a 3 spots sur l'attaque. Il y en a un qui attaquera pas. Fait que si tout le monde a roulé des épées, ben éventuellement, celui qui en a le moins, mais lui, il va se faire bumper, puis il pourra pas faire cette action-là. Fait que t'as un petit côté, un petit push your luck, si tu veux. Puis chaque personnage a un deck de cartes qui est asymétrique, puis les cartes vont faire différents effets. Ça se peut qu'avec les cartes, tu puisses changer les dés de quelqu'un, que tu puisses changer l'ordre des dés, que tu puisses te soigner, que tu puisses attaquer quelqu'un. C'est un jeu un peu take that, là. C'est très, très améritrash, là. On aurait pu le mettre aussi dans cette catégorie-là, mais on peut peut-être trouver d'autres choses, là. Mais bref, je trouvais que le système d'action avec les dés, il est très original, puis ça fait différent, cette utilisation des dés-là. Puis le fait qu'on aille les 2 relances à la Yadi, ben, tu sais, ça t'aide un peu à t'aligner de ah ben j'ai roulé 2 fois ce symbole-là, je peux essayer d'en rouler plus pour être sûr d'être le premier dans cette action-là puis la faire au meilleur. Ou cette action-là, je veux pas la faire ce tour-là, ça me tente pas d'aller attaquer le dragon. Fait que je vais les rouler ces épées-là, je vais essayer de faire d'autres choses. Puis la partie peut finir soit qu'on a tué le dragon, parce que le dragon est comme 3 têtes, puis là on y enlève des petits cubes de points de vie, ça nous fait scorer des points. Ou qu'un des méchants décide de se sauver. Lui, le dragon, finalement, il a comme fait. Ah, il est ben trop fort, moi je load des trésors puis je me pousse. Okay. Fait que t'as comme un track de déplacement, puis au bout c'est de sortir du lair, c'est comme te sauver. Puis si quelqu'un sauve, ça va aussi déclencher la fin de la partie. Okay. Mais si la partie se déclenche parce que quelqu'un s'est sauvé, on va récompenser ceux qui sont le plus proches de la sortie pour dire toi aussi t'étais proche de te sauver, fait qu'on te récompense. Okay. Mais si la game finit en tuant le dragon, on va récompenser ceux qui ont participé le plus à tuer le dragon. Qui était de l'autre bord. Fait que le joueur qui a moins attaqué, ben là, lui va être pénalisé. Fait que t'as comme un petit peu 2 tranchants de ce côté-là. Fait que des fois, la game va pencher d'un côté. Fait que là, tu vas dire, OK, ben là, je vais essayer d'attaquer plus vu qu'on s'enligne plus vers le tuer. Ou sinon, ben si quelqu'un prend le lead et essaie de se sauver, ben, tu vas peut-être essayer de le suivre pour pas être le dernier sur le chemin. Fait que bref, il y a beaucoup de choses à s'ajuster en cours de partie. C'est super sympathique, un beau petit jeu, c'est une belle surprise ce jeu-là aussi. Dragon Scale, donc un jeu d'Arcane Wonder qu'on avait ramené de Gen Con. Donc un beau petit jeu de dés avec des actions, donc ça serait mon meilleur jeu de dés pour 2019, Dragon Scale. Dans mon cas, mon meilleur jeu de dés, c'est aussi un tout petit jeu de dés et c'est une toute petite boîte, la moitié, je pense, de Dragon Scale. C'est un jeu qui a une belle histoire où le créateur du jeu présentait ça dans une convention quelque part, dans une petite soirée d'animation de jeu. Puis il y a un éditeur qui l'a vu puis qui a dit hey, ton jeu c'était écœurant, on amène ça sur Kickstarter puis ils ont réussi à le faire financer. Ah, c'est un jeu de Rock Manor Games, ça s'appelle Set a Watch. Ouais. C'est un autre jeu de Générique Fantasy, là, fait qu'il y en a un qui est le barbare, l'autre qui est le nain, l'autre c'est l'archer, l'elfe, le paladin, le chevalier, le prêtre, etc. Puis l'idée dans le fond c'est qu'on doit traverser une série de lieux pour se rendre au lieu final où il y a la tour maudite, puis là, il faut survivre à tous les monstres qui sont dans cette tour-là. C'est un autre jeu de type Tower Defense, en quelque sorte. C'est coopératif. C'est un autre jeu coopératif. Puis lui, sa mécanique de base, sa twist, c'est qu'à chaque tour, on va déterminer un joueur qui reste au campement, puis qui s'occupe du feu, qui protège le campement, pendant que les autres vont aller combattre les monstres. Lui, il va lancer ses dés. Chaque joueur a 3 dés, dépendamment du type de personnage qu'on a, c'est des D6 ou des D8. Il va lancer ses 3 dés, puis lui, il y a un petit worker placement à faire avec ses dés à l'intérieur du campement, mais il le fait tout seul. Fait qu'il va mettre des dés pour mettre du bois dans le campement. Il va l'explorer un petit peu plus loin pour voir c'est quoi les monstres qui arrivent au prochain tour. Il va se guérir, etc. Puis dans la phase suivante, les 3 autres joueurs, les 3 autres personnages, il y a toujours 4 personnages, peu importe qu'on joue solo, 2, 3 ou 4. Fait que si on joue à 2, on va contrôler 2 personnages chaque. Les 3 autres personnages vont affronter une série de monstres. Plus on avance dans les lieux, plus il y en a affronté. Fait qu'on flippe des cartes. C'est comme une ligne de monstres. On met une ligne de monstres, puis selon l'intensité du feu au campement, on va révéler un certain nombre de cartes. Puis il faut les battre. Puis la façon dont on joue, c'est que chaque joueur roule ses dés, puis ensuite utilise ses dés. Puis là, c'est que là, ça devient très puzzly avec les dés. Puis fait que c'est vraiment juste un jeu d'allocation de dés. Ouais. Fait que là, je peux mettre mon 5 avec le 5 de David pour qu'on batte le monstre qui est à 10 qui est là. Mais là, ça, c'est un monstre qui est à 2 cases de distance. David, il attaque juste en mêlée. Fait que je vais me mettre avec le 5 de l'archer qui est là à la place. Mage et archer se mettent ensemble pour attaquer plus loin. Puis l'une des raisons pour lesquelles j'aime tant ce jeu, c'est que chaque joueur a aussi différentes petites capacités qui peuvent s'utiliser. Puis pour utiliser une capacité, on se fait attaquer. Pour utiliser une capacité... Là, on voyait pas assez loin qu'il y avait un monstre qui s'en venait. Le feu était pas assez fort. Ouais. Et c'est ça. Fait que pour utiliser une capacité, il faut tout simplement dépenser un dé, peu importe sa valeur. Fait que même si on roule mal, c'est l'une des raisons pour laquelle j'aime ce jeu-là. C'est un chat-garou. Ouais, on a une bête qui est arrivée. Fait que donc, même si on roule mal, on va avoir à...
le fil complètement. Donc, ce que je disais, même si on roule mal, on peut utiliser nos dés qui ont une faible valeur pour activer nos capacités, nos pouvoirs. Si on roule bien, on peut dépenser les dés pour les combiner puis attaquer les monstres qui sont forts. Puis après, c'est très puzzly. Puis on peut utiliser les capacités, dépenser un dé d'une capacité, réutiliser une capacité en épuisant cette capacité-là. Un autre joueur va utiliser un dé pour réactiver la capacité qu'on vient d'épuiser. Fait qu'il y a une belle collaboration aussi là-dedans. J'avais hésité d'en le mettre dans les jeux coop pour cette raison-là. Mais c'est vraiment toute la mécanique d'utilisation de dés. C'est pas tout à fait un dice placement. Il y a une partie du jeu qui l'est. Puis je terminerai en disant que c'est un jeu qui va être meilleur solo ou à deux. Parce que vu qu'il y a un des 4 personnages qui a une phase qui est tout seul à lui, à part, si on joue à 4, ben quand c'est à ton tour d'aller t'occuper du campement, ta phase à toi dure 30 secondes, les 3 autres jouent pendant 5 minutes. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a comme un déséquilibre, tandis que si tu joues à 2, on contrôle chacun 2 bonhommes. Fait qu'il y a un de mes personnages qui s'occupe du campement, les 3 autres vont se battre. C'est un petit peu plus le fun comme ça. Fait qu'un très beau jeu de dés, c'est le Watch de Rock Matter Games. Puis lui aussi, si je me souviens bien, il était disponible en français dans le Kickstarter. Oui, moi j'ai une version en français. Fait que dès le Kickstarter, on pouvait acheter la version en français. Fait que j'assume qu'il est disponible aussi en français en magasin. Voilà, un plus. Voilà, dans le cas où. On achève tranquillement, on est rendu à la catégorie numéro 10. On a choisi donc les jeux de cartes. Dans mon cas, c'est un jeu de cartes que je définirais en disant qu'il a réussi à faire beaucoup avec pas grand-chose. C'est un jeu de cartes que tu vas jouer des parties qui vont durer entre 60 et 90 minutes avec 8 cartes. Ça s'appelle Res Arcana. Ouais, je savais en plus que tu allais prendre ça. Ouais, c'est un de mes jeux préférés de l'année. Dans le fond, c'est un agile building. Puis là, il y a 2 façons de faire la mise en place. À la base, quand on apprend le jeu, on fait tout simplement se faire distribuer 8 cartes au hasard. Si on est un peu plus habitué avec le jeu, on peut les drafter à la place, les cartes. Mais ça, c'est plus dangereux à faire si un joueur expérimenté qu'un joueur débutant, parce que le joueur expérimenté, il va voir des combos que le débutant ne voit pas. Fait que quand tu montes le jeu, tu fais juste donner 8 cartes à tout le monde. Après, tu as une coupe de composantes, il y a des petites ressources pour tout le monde, il y a des espèces de lieux de pouvoir qu'on peut aller acheter. Mais grosso modo, à ton tour de jeu, tu joues une des cartes en payant les ressources de la carte ou tu actives une des cartes qui est devant toi. Ça revient à ça. Il y a des petits jetons à aller chercher. Puis après, c'est de l'engine building pur. Et c'est assez surprenant, parce qu'à chaque fois que je l'ai montré, j'ai fini de placer le jeu, puis j'ai donné, ça c'était 8 cartes pour la game. Et je me suis tout le temps fait faire l'air de. Pour elle, je me dis que c'était un bon engine building, puis j'ai 8 cartes. Et finalement, les joueurs sont généralement assez surpris. C'est pas tout le monde qui tripe dessus, évidemment. Je l'aime plus que d'autres. Mais c'est vraiment un super bon petit engine building. Il y a beaucoup d'iconographie. C'est un jeu de Tom Lemon. Ouais. Fait qu'il c'est celui qui a fait Race for the Galaxy. C'est un designer d'expérience. Qu'on a rencontré à Jenica. Oui, tout à fait, d'être très sympathique. Et ça, fait que c'est un jeu que l'iconographie est lourde. Fait que au début du jeu, tu perds là, à ça, ce symbole-là, ça veut dire taper une carte, celle-là, c'est de taper une carte, celle-là, c'est de dépenser une ressource de n'importe quel type, celle-là, c'est une ressource spécifique, etc., etc. Puis l'idée, c'est de marquer 10 points de victoire avant tout le monde. Fait qu'à un tour de jeu qui finit, s'il y en a un qui est à 10 points de victoire, il gagne. S'il y en a plusieurs, c'est celui qui en a le plus qui l'emporte. Puis on va aller utiliser notre engine building qu'on se construit rapidement pour aller acheter des lieux de pouvoir qui vont permettre de poursuivre la construction de son engin pour commencer à marquer des points de victoire. On va aller acheter des monuments avec des pièces d'or qu'on ramasse qui vont te permettre des fois des petits pouvoirs. Fait que c'est vraiment un type de jeu qu'à ton premier tour, je joue cette carte-là. Fait qu'à partir de maintenant, je récolte une ressource de feu par tour. Là, à ton deuxième tour, je récolte ma ressource. Fait que là, je joue cette carte-là. Fait que là, je récolte une ressource de feu que je peux transformer avec ma deuxième carte pour faire 2 ressources d'eau. Puis là, après, au troisième tour, puis là, ça commence. Puis là, à la fin, je joue ça. Fait que là, je t'appelle, je crée ça, je dépense ces ressources-là, j'active cette carte-là. Là, je vais chercher ça ici. J'achète l'affaire qui est là. Là, j'active ça, ça me donne ça, je le transforme en ça. À la fin, tes tours sont super longs. Il est super intéressant, mais c'est que tu pars de pas grand-chose puis tu réussis à faire quelque chose d'impressionnant. C'est une toute petite boîte, c'est pas dispendieux. Il y a juste 40 cartes dans tout le jeu, en plus des autres composants. C'est surprenant, pareil, comment ça marche ce jeu. Oui, parce que littéralement, tu as 40 cartes dans le jeu, t'en distribues 8, ça se joue jusqu'à 4. Fait que si tu joues à 4, tu utilises 32 des 40 cartes qu'il y a dans le jeu. Puis la combinaison, c'est que d'une partie à l'autre, tu vas revoir certaines cartes, mais tu n'auras jamais exactement les 8 mêmes. Fait que tu vas essayer de trouver des nouvelles combinaisons à faire avec les cartes que tu as. C'est vraiment un jeu super bien réussi. C'est de Sandcastle Games, ça se joue super bien. C'était leur premier jeu, je pense. Oui, c'était leur premier jeu. Ils ont réussi à aller chercher un designer d'expérience pour se lancer. Ouais, fait qu'un très 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 bon jeu, le meilleur jeu de cartes de l'année, selon moi, Res Arcana. Generic Fantasy, c'est dommage un petit peu, ça aurait été le fun qu'il y ait un peu plus de saveur, mais quand même, si vous aimez les engine building, si vous aimez cette mécanique-là des jeux de cartes, c'est vraiment pour vous, Res Arcana. Moi, je vais y aller avec le choix populaire. Donc, le jeu de cartes qui a fait couler le plus d'encre cette année, c'est
C'était pas Marvel Champion. Non, c'est Wingspan. Ah oui, oui. Le jeu qu'on a le plus parlé, c'est Wingspan. M'attendais à ce que tu le mettes, mais ailleurs. Ah ouais, donc Wingspan, le jeu d'oiseaux, qui est aussi un jeu d'engine building. Ouais. Finalement, c'est une catégorie engine building, les jeux de cartes. C'est ça. Donc, on va avoir des cartes qui représentent différents oiseaux. Les oiseaux, on va les placer sur un plateau personnel qui, dans le fond, représente les 3 actions. Fait que plus on va placer d'oiseaux sur la même action, plus notre action va devenir forte. On a une action pour ramasser des ressources, on a une action pour pondre des œufs, on a une action pour piger des cartes. C'est aussi simple que ça. Fait que soit que tu fais une des 3 actions de ton plateau, soit que tu joues un oiseau. Puis quand tu actives une action sur ton plateau, ben, tu vas activer tous les oiseaux qui ont une habilité d'activation, dans le fond, qui sont sur cette action-là. Fait que tu vas construire des espèces de combos qui vont générer d'autres ressources, d'autres œufs, des points. T'as des oiseaux carnivores que tu vas aller piger une carte, puis si l'oiseau il a telle grandeur et moins, mais il mange, fait que là tu le mets en dessous, ça donne un point. Puis c'est cool que les oiseaux ils ont des petites saveurs thématiques, que le pouvoir de l'oiseau il est en lien avec ce que l'oiseau fait dans la vraie vie. Les informations qui sont écrites sur les cartes, le wingspan, là, la grandeur de déploiement de ses ailes. Elle est écrite sur sa carte, c'est celle aussi dans la vraie vie. Fait que tu sais, c'est vraiment des vraies données scientifiques. Il y a un gros travail de recherche qui a été fait derrière ça. Il y a beaucoup de cartes dans le jeu. Si je ne m'abuse, sont toutes différentes. Oui, il n'y a pas deux oiseaux pareils. Il y a des pouvoirs qui sont les mêmes, des fois de 2 oiseaux, mais il n'y a pas 2 oiseaux pareils. Il y a déjà une extension qui est sortie. Le jeu est sorti au début 2019, puis l'extension est sortie fin 2019. Fait que dans la même année, ils ont eu son première extension. Il y en a un deuxième en cours. C'est clairement un jeu qui a pogné beaucoup. C'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu qui, je trouve, qui s'apprivoise quand même bien. C'est le genre de jeu d'engine building qu'on peut montrer peut-être à des joueurs moins expérimentés. Oui, ben il s'apprend mieux que celui que je viens de parler. Oui. Parce que son iconographie est plus claire. Oui, vraiment. Il y a moins peut-être de possibilités aussi, mais quand même, ça fait quand même la job comme engine building. Ça joue bien. Encore une fois, c'est du Meilleurs Games. C'est toujours des belles productions. La qualité du matériel. Ce qui me fait capoter dans le jeu-là, c'est le livret d'instruction. Tu touches au papier du livret d'instruction, puis c'est comme... Il est glacé. Ouais, c'est ça, c'est comme un fini dessus. La qualité est vraiment très très belle. Très bon gameplay, très bon engine building. Donc c'est vraiment un jeu de cartes, de plateau de cartes devant soi. Donc c'est mon jeu de cartes pour 2019. Wingspan. Pour notre 11e Méritas, c'est le meilleur jeu euro de l'année. Donc, jeu euro, gestion de ressources et tout ça. Je vais un peu dans la même veine que Wingspan. C'est encore une fois un jeu d'engine building, de cartes, de ressources. C'est un spin-off d'un jeu qui existait déjà. Donc, c'est Imperial Settlers, Empire du Nord, qui est encore une fois un autre jeu de cartes où chaque faction va être asymétrique, chaque faction a son deck de cartes. On va avoir aussi une espèce de roue d'action au milieu du plateau qu'on peut faire avec des petits ouvriers. On va jouer des cartes devant nous. Les cartes, il y en a qui te donnent des ressources. T'en as qui vont te permettre d'activer des bâtiments pour aller faire des transformations de ressources, pour aller faire des points, faire différents effets. C'est vraiment lui aussi un engine building de cartes pures et dures. Il y a 6 factions dans le jeu, fait qu'il y a quand même beaucoup de variété si on veut, là. Mais tu sais, chaque deck a ses petites twists, ses petites façons de faire des points. Fait que c'est vraiment un jeu où on va essayer de maximiser ou d'optimiser la faction qu'on a choisie pour essayer de faire le point le plus vite possible, parce que lui c'est vraiment une course à points. On va essayer de se rendre à 25. À 25, on déclenche la fin de la partie. Fait que là, évidemment, si on a trop de retard sur l'ordre puis qu'il déclenche la partie vite, ben là, on va perdre. Fait qu'il faut toujours essayer de rester puis d'essayer de faire les meilleurs choix. La roue d'action est super intéressante aussi. Ça offre des nouvelles options de ce qu'on n'avait pas dans le jeu précédent. Là. Il n'est pas toujours pareil d'une game à l'autre. Ouais, on la place aléatoirement. Puis on peut aller activer 2 actions par ronde dessus. Puis en plus, on peut repayer des pommes pour aller changer nos disques sur une place adjacente. Fait qu'au final, on peut activer 4 actions sur cette roue-là par ronde de jeu. En plus des actions de nos bâtiments, en plus de jouer des cartes, d'ajouter des cartes dans notre tableau. Donc vraiment intéressant. Je trouve que il a bien peaufiné des petits aspects, des petites lacunes que le Imperial Settlers de base avait. T'sais, le fait qu'on perdait les ressources entre les tours. Ils ont enlevé ça complètement. Donc là, c'est beaucoup plus instinctif aussi. Puis il y a plus d'options. Il y a aussi les îles que tu vas essayer de conquérir.
Tu vas envoyer des bateaux pour conquérir des îles. Les îles, tu peux essayer de les piller pour avoir des résultats immédiats. Ou tu peux essayer de les conquérir en mettant des ressources militaires pour les gagner. Fait que l'île devient dans le fond une de tes cartes dans ton empire. Puis ça va être une action que tu vas pouvoir utiliser aussi le reste de la partie. Fait que ça aussi c'est intéressant. C'est un jeu que lui aussi a déjà 2 extensions de sortie. Une pour des peuples japonais puis un pour des peuples romains. Mais je pense qu'on peut arriver en français encore, mais le jeu de base, lui, est disponible en français. Là. Mais les extensions vont suivre, évidemment, dans les prochains mois, c'est clair. Donc j'ai hâte de continuer à explorer les nouvelles factions, les nouvelles mécaniques qu'il va y avoir aussi là-dedans. Je sais que les prochaines extensions vont ajouter aussi un peu plus d'îles, parce que le deck d'îles était pas très gros. Pas très gros, on faisait le tour à chaque game. Fait que là, maintenant, les îles, ben, je les connais, là, je les ai toutes vues. Donc, d'ajouter plus d'îles, d'ajouter plus de trucs là-dedans, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va développer. Donc, vraiment, chapeau pour cette nouvelle édition d'Imperial Settlers en Pays du Nord, qui est mon meilleur jeu euro de 2019. Dans mon cas, mon meilleur jeu euro 2019, ben, je précise qu'il il était comme 3e Ah, finaliste. quand même. J'hésitais dans les 2 premières places. J'hésitais entre Rivers of Midgard et mon choix final. Oh! Mon choix final, ça va être Domination. Oh! Puis, dans le fond, c'est que j'ai vraiment toujours eu un gros attrait pour les jeux de création de civilisation. C'est vrai. Fait que c'est probablement ça qui vient prendre la couronne en tout dernier, parce que l'une des particularités des 3, c'est vrai pour les 3, c'est que j'ai joué juste une fois à chacun de ces 3 jeux-là. Pour l'instant, Domination, ça fait pas longtemps que je l'ai. Puis les 2 autres, je les possède pas, fait que j'ai pu jouer juste une fois. C'est des jeux que j'aimerais explorer vraiment davantage. Mais bref, Domination, c'est un jeu qui combine Civilization Building, construire une civilisation, et le domino. Ah. Fait que on va avoir dans le fond une série de dominos, de 7 dominos au début de chaque ère. Les aires vont durer 5 tours. Puis dans notre tour de jeu, c'est super simple. Tu places un domino qui va au début de la partie, qu'il faut qu'il se connecte avec une espèce de tuile centrale qui est le début de la civilisation humaine. Puis sur les dominos sont en triangle, puis sur chacune des têtes du triangle. Des faces? À chacun des pointes du triangle. Ah, ok. Chacun il y a un point des des angles, ouais. Puis il y a des points de couleur, puis quand tu vas coller ton domino sur un autre triangle, tu vas regarder les points de couleur, les angles qui se touchent, puis tu vas gagner les ressources qui correspondent à ça. Là, ils ont tout un nom, tu as la science, l'art, etc. Mais c'est bleu, rouge, vert, jaune, orange et mauve. Là. C'est communément appelé comme ça. Puis après, tu vas te servir de ces ressources-là pour construire des villes que tu vas aller placer dans le centre des dominos. Ces villes-là vont te permettre, ils vont se réactiver quand il y a des dominos qui vont se coller sur ces villes-là. Fait que tu as une grosse partie de la gestion de comment le monde va se développer. Tu peux reconstruire sur une ville que tu as déjà construite pour aller construire une ville. Le plateau, est-tu commun ou chacun? Il est commun. Ok, il est fait commun. Que si je place un domino à tel endroit puis je construis une ville là, puis toi tu viens coller un domino dessus parce que tu as besoin des ressources que je viens de placer, ben la ville que j'ai construite va se réactiver puis je vais refaire des ressources de ce type-là. Tu as ça à gérer. En plus, on va aller construire des merveilles qui ont aussi soit des formes de domino, soit des formes de locus qui sont dans le centre. Les locus, c'est quand tu viens fermer, quand tu as collé suffisamment de dominos ensemble pour avoir 6 angles qui se touchent au même endroit. Faire un cercle complet. Ouais, exactement. Au lieu d'activer les angles de tes dominos, tu actives tous les angles qui sont en train de se toucher dans l'intérieur de ce locus-là. Fait que tu penses à ça aussi quand tu places quelque chose quelque part que l'autre il peut venir fermer, il va faire beaucoup de ressources. Puis, une fois que tu as placé ton domino, tu fais tes ressources, puis ensuite, tu as le choix, soit je construis une ville, soit je construis une merveille, puis ensuite, c'est j'achète une tech, si j'ai assez de... J'achète un nouveau savoir, si j'ai une autre science. Puis là, tu as comme tout un deuxième aspect au jeu, où tu as... Chaque couleur a ses cartes de technologie que tu peux acheter. Fait que dans les 6 couleurs, chaque couleur a 3 niveaux de technologie. Celle qui coûte 3, celle qui coûte 6, celle qui coûte 9. Okay. Celles qui coûtent 9 ont des prérequis. Fait que pour acheter telle technologie, ben, il faut que j'ai au moins une technologie. Fait que t'as vraiment le tech tree classique des jeux de civilisation. Et chaque carte tech vient en plusieurs exemplaires parce que pour que chaque joueur puisse acheter la même technologie. Et chaque carte tech a 4. Sur les 4 côtés, il y a des espèces de demi-cercles qui sont colorés sur chaque face. Puis quand je fais mon tech tree, il faut que je fasse fitter les demi-cercles ensemble. Fait que là, quand j'achète telle carte, quand je regarde les 4 cartes disponibles, je veux acheter l'équitation. Qui donne tel pouvoir, mais l'équitation, il y a un demi-cercle rouge en haut, cette carte équitation-là, c'est un demi-cercle mauve, cette carte équitation-là, c'est un demi-cercle bleu. Fait qu'il faut que je le place dans mon arbre pour que ça marche. Puis là, je peux avoir une tech qui dit chaque cercle rouge complet que je fais, je gagne tel bonus. Fait que là,
j'ai tout l'aspect de domino, puis j'ai tout l'aspect de mon Tech 3. Ton Tech 3 devient aussi un casse-tête en soi. Oui, c'est ça. J'ai 2 casse-têtes à faire parallèlement l'un à côté de l'autre. Quand j'ai joué avec ça, la première game que j'ai joué, ma blonde a passé à côté, on m'a regardé ça à côté, puis elle a dit « Je ne jouerai jamais à ce jeu. » Quand je passe, puis il n'y a personne qui parle pendant que ça joue, tout le monde est comme ça, à regarder son plateau. Mais c'est ça, fait que ces 2 aspects-là ensemble, c'est vraiment le fun, puis t'as tellement de cartes technologies différentes que j'avais vraiment hâte de rejouer une deuxième partie pour dire ok là je vais essayer d'autres technologies, je vais essayer d'autres affaires, je vais essayer un autre angle, c'est le fun comment les merveilles fonctionnent, puis c'est le type de jeu que ça prend 5 minutes à expliquer les règles, parce que si tu places un domino, tu payes une ville ou une merveille si t'as les moyens, puis tu achètes une technologie, c'est ça ton tour. 5 tours de jeu, on commence un nouvel heure. Quand tu commences un nouvel heure, il y a une petite phase de scoring, puis tu repiges pour te rendre à 7 dominos, puis tu recommences. Fait que c'est aussi simple que ça. Puis après, la complexité vient de gérer tes dominos puis de gérer ton Tech 3 en bas. Fait que c'est vraiment très 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 bon jeu euro que j'ai vraiment hâte d'explorer davantage. Puis comme c'est un Kickstarter, il y a déjà beaucoup d'extensions qui existent déjà, que j'ai pas essayé encore évidemment. Il est disponible en français, il est sorti en français puis en anglais en même temps. Puis il est pas cher. Pour la qualité de matériel qu'il y a dedans. Il se vend une cinquantaine de dollars en magasin. Puis pour la quantité de stock qui est à l'intérieur de la boîte avec un insert fait sur mesure, c'est pas du Game Trace, mais c'est comme du monde qui ont regardé ce que Game Trace fait puis qui essaie de faire relativement la même chose. Fait que c'est pas Game Trace, mais l'insert qui est vraiment bien fait. T'as des petits, tes cartes de technologie sont déjà toutes classées, tu fais juste sortir des petites boîtes qui sont fournies avec le plateau de jeu. Même chose pour tes dominos, sont toutes dans 2 gros racks. Tu fais juste les sortir sur la table puis on peut les piger. Vraiment une superbe production. Domination. Mon meilleur jeu euro de l'année. On achève, on est rendu au numéro 12. Donc, dans notre cas, on a choisi de la catégorie le meilleur jeu améritrash. Donc, un jeu généralement très thématique. Généralement pas pire de hasard. On pioche du monde, on découvre des donjons. Il y a beaucoup de dés habituellement dans les améritrash. À l'américaine. Dans mon cas, c'est le deuxième gros jeu de figurines de ma liste et parallèlement, c'est aussi le deuxième jeu qui a cette thématique-là spécifiquement. Oh. Il y a la même thématique que ma déception de l'année qui était Cthulhu Horror and Dunwich. Cette fois-ci, je parle de Cthulhu Death May Die, qui est la définition même de ce qu'est un améritrash. Oui, vraiment. Dans une game, on va choisir, c'est un jeu coopératif, chaque joueur va avoir un héros qui a sa propre série de pouvoirs, qui va gagner de l'expérience, pas tout à fait de l'expérience, mais qui va progresser au fur et à mesure que la partie va avancer. Au fur et à mesure qu'il descend dans la folie, il va devenir de plus en plus puissant. On va choisir un scénario, le scénario va nous donner un objectif spécifique, qu'on doit briser un rituel que les cultistes sont en train de faire pour réveiller un grand ancien. Chaque scénario va avoir un rituel différent puis des règles différentes pour le briser, ce rituel-là. On va choisir un grand ancien, on va combiner ça ensemble. Puis après, on se promène sur un plateau, on tue des monstres, on lance un paquet de dés, on débloque des nouvelles habiletés, on trouve des objets qu'on va s'équiper, on va s'échanger ça entre nous autres, on va s'aider. C'est un jeu coop, comme je l'ai dit. Il y a un petit peu de narration sur les objets qu'on trouve. On trouve le cuisinier, là, on a le choix. Chaque scénario a son propre set de cartes. Chaque scénario a son deck de cartes personnalisé pour les objets qu'on va trouver, puis la petite narration qui est à l'intérieur a sa propre set de tokens. Tout est serré dans des petites boîtes. Cool, ça. Fait que je prends la boîte du scénario 4, je prends l'ennemi numéro 3, je mélange ça ensemble, ça me fait un scénario unique. Les tuiles sont super bien faites, le matériel est d'excellente qualité. C'est un jeu de Command Games. Donc, comme toujours, c'est un jeu qui a une énorme qualité au niveau du matériel. C'est un jeu d'Eric Lang, fait qu'il y a toujours des belles petites twists au niveau des règles à l'intérieur de jeu. Il y a des belles affaires. Avec les twists que Rob Davio a amené. Ouais, ça doit être ça. Fait que bref, j'ai pas grand chose à dire vraiment. Genre, j'ai déjà fait la vidéo, vous pourrez aller le voir. C'est un très très bon jeu. On a même fait un épisode de notre podcast dessus. On a fait un épisode du podcast. C'est vraiment un jeu puis c'est un jeu qui avait eu une super bonne note. Là. Tout le monde l'avait mis autour de la table parce que tout le monde s'attendait un peu à. Il nous a tous surpris en fait. Ouais, parce qu'on s'attendait tous à une espèce de zombicide remanché un peu avec 2-3 petites nouvelles règles. Mais non, c'est vraiment quelque chose. T'as le côté de se promener sur une map et de tuer des monstres. On a même dit que c'était notre zombicide killer. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas tellement de raisons pourquoi je jouerais à zombicide. À moins que quelqu'un me dise vraiment, moi je veux tuer des zombies, ok. Mais si tu veux jouer un jeu d'horreur, tu te promènes, tu tues des monstres, tu fais un scénario, Death May Die est vraiment de loin supérieur.
Il y a le même défaut que tous les commandes ont, c'est-à-dire que si ta version Kickstarter, t'as comme le triple du matériel. Ouais, Et c'est pas tout qui est disponible. La saison 2, je sais même pas si elle est disponible en magasin. Bref, je sais pas. J'espère que oui, parce que t'as vraiment une belle rejouabilité avec tous les nouveaux scénarios. Puis l'espèce de figurine gigantesque là, qui est grosse comme ma tête. Là. Mais un excellent jeu de. Pas tout à fait un dungeon crawl, mais tu sais qu'on se promène sur un plateau avec une tuile. Oui, quand même, c'est le même feeling. Ouais, c'est ça. C'est un feeling dungeon crawl. Tu trouves du stock, tu tues des monstres, tu essaies d'accomplir l'objectif avant que le grand ancien se réveille. Puis dans ce cas-ci, qui arrive sur le plateau et qui tue tout le monde. Donc, Death May Die de Command Game, Cool Meilleur Not, un excellent améritrash. Le meilleur de l'année selon moi. Moi, mon meilleur améritrash, étrangement, c'est un jeu semi-coopératif. Mais contrairement à ma déception de l'année, il a réussi à faire de quoi de vraiment fou avec un jeu semi-coopératif. Et c'est Nemesis. Donc Nemesis, c'est Alien de Board Game en fait. Là. On est dans un vaisseau spatial, il va y avoir des extraterrestres qui vont nous tomber dessus éventuellement. Et chaque joueur va avoir son objectif de victoire. En fait, on va avoir plusieurs objectifs de victoire. On va avoir une carte d'objectif personnel, une carte d'objectif de corporation, puis il y a 2 objectifs sur chaque carte. Tu as quand même 4 objectifs au final. Puis quand les extraterrestres vont arriver dans le vaisseau, après quelques tours de jeu, là, qu'on fait du bruit puis qu'on commence à les entendre, là, ben éventuellement, il va falloir choisir une des 2 cartes. Là. Je vais avec ma carte personnelle ou avec ma carte corporative. Mais il y a quand même 2 objectifs sur chaque carte. Fait que tu as quand même un petit peu d'ajustement que tu peux faire pendant la partie. Puis les objectifs sont très très variés. Là. Ça peut être d'explorer telle salle dans le vaisseau ou de tuer tel autre joueur. Mais tu peux pas attaquer les autres joueurs. Fait que dans le fond, faut que tu t'arranges qu'il meure de façon indirecte. C'est comme, il est avec un alien, je suis à côté, ah, il vient m'aider, je vais m'en aller ailleurs. Ok, là, tu veux que je meure. En tout cas, bref, c'est un jeu où le soupçon va s'installer parce qu'évidemment, nos objectifs concordent pas toujours avec les objectifs des autres, mais justement, souvent, il y a des objectifs qui ont des liens avec les salles du vaisseau, d'explorer toutes les salles, ou d'aller à telle salle pour activer le signal, ou d'aller, évidemment, d'arriver sur Terre. Fait que là, il faut aller regarder si les moteurs fonctionnent bien, il faut aller regarder si notre destination, si notre vaisseau est correct. Fait que bref, il y a souvent des choses qu'on va trouver à faire dans le jeu, qu'on va avoir besoin de la coopération des autres. De toute façon. Il va y avoir un réel coopératif qui va s'installer, même si on n'a pas le même objectif de victoire. Ben, des fois, si on est 2 à la même place, on a intérêt à suivre parce qu'en plus, quand on suit un autre joueur, on fait pas de bruit. Fait que là, les aliens vont arriver moins rapidement. Puis quand on se bat contre des aliens, ils sont difficiles, les aliens. Là. C'est pas des petits zombies de zombicides. C'est pas un jeu d'action. Oh my god, là. Ça se peut que tu fasses tuer qu'un alien qui tombe dessus, un adulte, puis ça se peut que tu te fasses tuer. Ils sont vraiment forts. C'est un système avec des dés, là, c'est très très améritrash au bout. Le thème est vraiment bien rendu, là, cette espèce d'esprit de suspicion que chacun a sa propre mission. J'ai eu la chance de faire une partie filmée avec Martin de la Société des jeux, Martin Lafrenière, Stéphane et Ludovic sur la chaîne de la Société des jeux. On a vraiment eu beaucoup de plaisir, ça a été vraiment une partie très très épique. Donc c'est vraiment un jeu que j'ai apprécié pour toutes ces qualités-là dans la Méritage. Il aurait pu aller dans d'autres catégories aussi, là, mais je pense que c'est vraiment un jeu un exemple qu'un jeu semi-coopératif, ça peut bien se faire. Mais tu vois qu'ils ont fait beaucoup de travail là-dedans. Là. Mais comme tu disais tantôt, ça prend de l'information secrète. Dans un oui. Il faut pas que tout soit public. Il faut que chacun ait un objectif, mais il faut que ça soit bien fait. Puis la façon qu'elle est faite dans le jeu-là, je vais aider des joueurs dans certains aspects du jeu ou je vais nuire aux autres joueurs dans un certain aspect du jeu. Bref, c'est ça un vrai jeu semi-quoi. Fait que ça fonctionne vraiment bien. Puis les missions sont quand même variées. C'est sûr qu'éventuellement, tu vas peut-être des fois deviner un peu c'est quoi les missions des autres quand tu as joué beaucoup puis tu commences à connaître un peu les objectifs. Mais sinon, dans les premières parties, c'est vraiment très très thrillant à jouer comme jeu. Ouais. Donc, thématique alien, science-fiction très très bien rendu. Donc, mon meilleur améritrash en 2019, c'est Nemesis. Moi, je l'achète un moment donné, celle-là. Ouais. J'ai jamais joué, moi. Non? Ouais. C'est surprenant. Faut en remédier à ça. 13e Méritas, on y va avec la catégorie Meilleur jeu Kickstarter. Donc, un jeu qui a été financé sur Kickstarter avec une campagne de financement. C'est une catégorie assez vaste parce qu'on s'entend qu'il y en a de plus en plus des jeux sur Kickstarter. Moi, je vais y aller avec un jeu en fait, il n'est pas disponible en retail. Donc, si tu ne l'as pas acheté sur Kickstarter, ben, too bad, tu peux pas l'acheter. À moins d'aller à une convention comme Gen Con. Là. Donc, je vais y aller avec Edge of Darkness. Un énorme jeu de card crafting, de deck building commun.
Puis pas coopératif, comme c'est pas pareil. Avec une tour de menaces gigantesque, des cartes modifiables, améliorables, le card crafting system qu'on avait vu dans Mystic Vale. Puis dans Custom Heroes. Ouais. C'est un jeu qui mélange beaucoup d'affaires différentes ensemble. C'est un jeu assez intriguant. Le mélange de ces mécaniques-là, ça fait quelque chose d'assez weird comme mélange, mais ça fonctionne bien. Ouais. C'est un jeu qui donne envie de le découvrir de plus en plus, de jouer différents scénarios. Dans le fond, les scénarios, c'est qu'on va changer les cartes d'amélioration qu'on va utiliser, on va changer les tuiles de lieu. Il y a même du placement d'ouvriers un petit peu avec les agents qu'on va positionner à certaines places. Ouais, puis t'as juste dans la boîte de base, t'as 38 ou 37 types d'amélioration possibles, puis t'en choisis 10 par partie, fait que tu peux vraiment avoir la variété. Ah, vraiment? C'est sûr qu'il y a des règles à respecter, il faut toujours tailler au moins une amélioration qui te permet de recruter des agents, faut tailler une amélioration qui te permet d'attaquer. T'as 6 ou 7 scénarios dans le jeu de base? Ouais, je pense une dizaine, proche d'une dizaine. Qu'on te dit, prends tel deck pour faire tes affaires, mais t'as aussi des règles. Bon, maintenant, t'as fait les 10 scénarios, tu veux te faire tes propres scénarios, voici les règles à respecter pour prendre des améliorations de façon aléatoire puis créer ta propre game. Là. Fait qu'il y a beaucoup de rejouabilité. Le fait d'avoir une campagne Kickstarter, ben, ça permet à ce jeu-là d'exister parce qu'il n'est pas disponible en retail, mais ça lui a aussi permis d'avoir du matériel d'énorme qualité. Au lieu d'avoir les tokens d'agents, mais là c'est des figurines, t'as l'espèce de tour qui est gigantesque, on lance des cubes dedans, puis dépendant où ils tombent, c'est là que les monstres vont attaquer. Quand ils vont avoir un certain nombre de cubes, ils vont attaquer la personne qui en a le plus de cette couleur-là. Les plateaux, ça prend de la place, c'est énorme le jeu, là, ça prend une grosse table. Les cartes, les sleeves, c'est encore une fois de très bonne qualité. C'est vraiment le même matériel qui nous avait habitués. Fait que c'est encore une fois très bonne qualité. La seule chose qui manque dans le jeu-là, le fait que ça ait été une campagne Kickstarter, c'est un bel insert. Ouais. Mais là, c'est une grosse boîte vide. C'est une grosse boîte vide avec des rangées. Là. Fait que là, ben ça, c'est mon paquet de sleeves. Là. Il n'y a pas de séparateur, rien. Là. Puis là, c'est comme, OK, on va faire une game. Là, juste les séparer. Puis les c'est long. Il y avait faire de quoi pour la mise en place à ce Meilleur. Surtout qu'il y avait moyen de le faire avec la campagne qu'ils ont faite. Ouais, clairement. Ils ont fait une deuxième campagne dernièrement pour une réédition. Il y avait aussi une nouvelle extension disponible dans le jeu. Mais bref, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, même si c'est un jeu que j'avais beaucoup d'attentes parce que je l'avais backé. Puis c'est rare que je back des jeux gros comme ça, en fait. C'est vraiment un des plus gros jeux que j'avais backé. Puis j'ai vraiment aimé l'expérience. Puis c'est un jeu, je trouve, que j'ai pas assez joué. J'aurais le goût de continuer à découvrir d'autres scénarios, d'autres parties, voir le potentiel derrière ce jeu-là. Le scoring, il est bizarre un peu la manière que ça marche. Ouais. Faut pas que tu l'oublies pendant que tu joues parce que on dirait que des fois tu vas gratter un point ou deux à chaque fois que tu fais quelque chose, mais au final c'est ça qui finit par s'additionner puis faire ton score. Mais le scoring n'est pas très instinctif, mais sinon le reste du jeu, étonnamment pour un jeu complexe de même, ça coule quand même bien. Là. Oui, parce que ça prend relativement bien. Ce qui est difficile, c'est parce que ça reste des mécaniques de deck building. Ouais. C'est juste qu'on a tous le même deck. Puis je vais avoir à payer si je veux pas prendre la première carte du bord. Ouais. Grosso modo, c'est ça. Fait que si j'utilise une carte qui est un autre joueur, j'ai tout à fait le droit, mais je vais avoir à payer ce joueur-là pour chaque amélioration que j'utilise. À la fin du tour, je donne sa carte, fait que lui va l'avoir au prochain tour. C'est ça. Fait que faut que je pense à ça. Je prends ta super carte que tu avais 3 améliorations dessus, cool, mais ça veut dire que toi, tu l'as dessus au prochain tour automatiquement. Puis ça va te coûter 3$ pour utiliser les 3 Exactement. T'sais, fait qu'il y a des très belles mécaniques. Il s'explique relativement bien. Après, ce qui est plus difficile, c'est encore une fois, c'est un jeu que l'iconographie n'est pas nécessairement évidente au début. T'sais, ça veut dire recruter un nouvel agent, ça veut dire faire l'argent, ça veut dire mettre une nouvelle amélioration. Quand tu maîtrises ça, les règles sont pratiquement tout sur le plateau à cause de ça. Fait que c'est un jeu qui coule quand même très bien pour la complexité que ça a. Ouais, tu n'as pas le nez tant que ça dans les règles une fois que tu as commencé à jouer. Non, c'est assez clair. Donc, Edge of Darkness, mon jeu Kickstarter de 2019. Dans mon cas, mon Kickstarter de 2019, il aurait très bien pu aller dans l'améritrash. Dans mon cas. S'il n'y avait pas eu de catégorie Kickstarter, c'est sûrement là que ça serait ramassé. C'est un jeu qui a été assez critiqué à cause de son livre de règles, entre autres. C'est une réimplémentation du système qu'on avait vu dans Conan de Monolith. C'est Batman Gotham City Chronicles. Je savais qu'elle allait se retrouver à quelque part, lui aussi. De Monolith Games, évidemment. Mais tu sais, Batman, c'est un jeu one versus all. Il y en a un, on va choisir un scénario en début de partie. Les scénarios sont toujours très bien équilibrés parce que chaque scénario est spécifique pour le nombre de joueurs. Fait que si on est 3, spécifique pour tel héros aussi. C'est ça. Fait que si on est 3, l'avantage que Batman a sur Conan, c'est que si on est 3 par exemple, puis on choisit tel scénario, ils vont dire le vilain c'est lui. Les héros, ton héros numéro 1, c'est soit Batman, soit Batwoman par exemple. Le héros numéro 2, c'est soit
Catwoman, soit Robin, soit René Montoya, puis le héros numéro 3, c'est un tel ou un tel. Ouais, c'est ça. Fait que t'as un peu de choix, mais ce scénario-là, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, le scénario va être super bien équilibré. C'est un jeu que j'avais beaucoup aimé, la mécanique de base de Conan, du héros, que dans le fond, c'est grosso modo, tu as un certain nombre de cristaux, de points d'activation, si tu veux. Puis tu peux faire autant d'actions que tu veux dans ton tour. Mais t'en régénères juste un certain nombre par tour. Fait que si j'ai 10 cristaux puis je décide que j'ai dépense les 10 pour attaquer et tuer plein de monde. Ouais, je fais rien au prochain tour. Fine, mais j'en régénère 3 par tour. Fait qu'au prochain tour, j'en ai juste 3. Puis si entre-temps, je me fais attaquer puis je veux utiliser des cristaux pour me défendre, j'ai rien pour me défendre. Puis toute ta stratégie va repousser là-dessus. Puis le vilain, il y a quelque chose de similaire. Il y a une espèce de rivière avec toutes les tuiles des différents vilains qu'il peut activer. Puis quand il veut en activer un, plus tu es à gauche sur la rivière, moins ça te coûte cher activer cette tuile-là. Fait que la première tuile, disons qu'elle représente mes thugs qui ont des mitraillettes. Et la première sur le bord, je paye un cristal, j'active, j'enlève la tuile, je la mets à la fin de la rivière où ça coûte 8, puis je tasse toutes les autres, ils décalent de 1. Fait que si je vais activer mon Joker qui est en 5e place, mais je trouve qu'il est cher un peu, je peux activer une coupe d'autres avant pour baisser la valeur d'activation de Joker. C'est super bien pensé. Puis chaque scénario a des objectifs différents. Puis là, vu que tu es dans l'univers de Batman au lieu de Conan, c'est pas juste bûcher tout le monde sur la map tout le temps des objectifs. Ça, il y en a qui ont aimé ça, il y en a qui ont moins aimé ça parce qu'il y a un petit peu moins d'action, mettons, dans celle-là que dans Conan. Ouais, il y a vraiment économie d'action comparé à Conan. Mais il y a beaucoup plus de. Il faut que Batman aille à telle place, hacker tel ordinateur pendant que Catwoman elle repousse un tel puis un tel. Désarmer des bombes. Il désarme des affaires, puis que l'autre il trouve une ressource. Puis il faut s'assurer que l'otage il tombe pas dans le bain d'acide que le Joker est installé, etc. Fait qu'il y a plus économie d'action que juste action pure. Mais c'est vraiment un super beau jeu. Puis son plus gros défaut, c'est le livre de règles qui est incompréhensible. Ben, c'est pas qu'il est incompréhensible, c'est qu'ils ont tellement voulu qu'il soit précis et clair qu'ils ont mis trop de détails. L'iconographie est intense aussi dans le jeu. L'iconographie est intense. Puis ils ont fait une décision que je vois encore des fois dans des manuels d'instruction, puis ça me rentre pas dans la tête pourquoi tu prends cette décision-là. Chaque personnage va avoir une série de pouvoirs. Quand je dis une série de pouvoirs, c'est qu'ils en ont comme 10-12 chaque. C'est toutes des icônes, c'est toutes des petites icônes. Fait que, mettons, Catwoman, elle a un bonus si elle grimpe parce qu'elle a ses griffes et son fouet, puis elle court plus vite. Mais Robin, il y a un bonus d'esquive. Batman, il y a une armure. Puis ils ont toutes, pour chacun des types d'actions, fait que déplacement, attaque en mêlée, attaque à distance, défense. Tout le monde a 1 à 3 pouvoirs particuliers. T'sais. Puis c'est toutes des icônes. Fait que dans le livre de règles, les icônes ne sont pas classées dans l'alphabétique. Fait que quand tu vas lire l'icône, ok, contre-attaque, c'est quoi contre-attaque? Ben là, dans les 3 pages de pouvoir, tu checks contre-attaque. Il n'est pas dans l'alphabétique, ils sont classés n'importe comment. Pourquoi? Fait que t'es comme. Ils ont même pas mis, mettons, toute attaque ensemble ou toute défense. Non, c'est juste toute main-là. Fait que là, quand t'en cherches un, ok, non, ça va pas cette icône-là. Tu fais juste à regarder l'icône puis tu les passes tout un par un. Puis il y en a, il y en a une tonne. Là. C'est l'enfer. Puis ça, c'est le plus gros défaut. Fait que tu passes tes premières games, tu passes ton nez dans le livre de règles. Ouais. Moi, ça me dérange pas tant parce que c'est moi qui fais ce job-là. Fait que je vis bien avec ça. Mais une fois qu'on a passé ça, c'est vraiment des belles expériences de jeu. C'est toujours des games serrés. Puis si on aime l'univers de Batman, ben on trippe encore plus. Donc, le Kickstarter de l'année. Puis un petit peu comme Edge of Darkness, c'est un jeu qui n'est pas disponible. Retail. C'est disponible juste via Kickstarter. Aussi, il y a eu sa saison 2. Aussi, il y a eu une saison 2, puis je vous confirme qu'ils vont en avoir d'autres. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, il va revenir sur Kickstarter, on s'inquiète pas, vous allez pouvoir l'avoir. Mais ça, c'est un jeu qui est juste disponible via Kickstarter. C'est maintenant le plan d'action de Monolith, c'est pas mal ça qu'ils font. Ils font juste des affaires qui sont disponibles en ligne. Ils ont perdu trop d'argent avec Conan la première fois qu'ils ont fait ça. Donc, Kickstarter de l'année, Batman Gotham City Chronicles. Avant-dernière catégorie, ma surprise de l'année. Ça aussi, c'est une nouvelle catégorie qu'on a rajoutée. C'est ça, dans le fond, on cherchait à se rendre à 15, on regardait un peu les suggestions qu'on avait à gauche, à droite, on s'est dit quelle était la plus grosse surprise que j'ai eue dans l'année. Dans mon cas, c'est surprenant qu'il soit là parce qu'il était quand même dans ma liste des jeux anticipés de Gen Con. Il était dans mon top 10 des jeux que j'avais hâte de voir à Gen Con. Sauf que la raison pour laquelle il est quand même sur ma liste de surprises, c'est que j'avais aucune idée de ce que ça allait être. Tu trouvais juste ça avait l'air cool. Je savais c'était quoi le nom puis c'était quoi le thème. J'étais c'est cool qu'ils fassent un jeu là-dessus. Je savais pas du tout c'était quoi le type de jeu. Et le jeu, c'est Watergate. Ah oui. Watergate, c'est un petit jeu de cartes de type souk à la corde, dans le fond, là, à 2. Où il y a un joueur qui va incarner l'équipe de journalistes de Bernstein et Woodrow.
qui ont qui ont fait éclater au grand jour le scandale entourant Nixon et sa présidence. Et il y a un autre joueur qui va contrôler évidemment Nixon et son équipe. Et les joueurs journalistes, dans le fond, l'idée c'est qu'on pige 3 jetons à tous les tours qu'on va placer sur une piste qui va de 5 côté président jusqu'à 0, puis de l'autre côté du plateau qui va jusqu'à 5 du côté des journalistes. À ces 3 jetons-là, on ajoute 2 jetons qui est un le momentum puis un l'initiative. Ouais. Puis on va jouer des cartes pour manipuler ces jetons-là, grosso modo. À la fin d'un tour de jeu, les jetons qui sont dans ma moitié du plateau, je les ramasse. Puis les jetons qui sont dans la moitié du plateau de l'adversaire, c'est l'adversaire qui les ramasse. Puis chaque jeton est important. Le journaliste essaie de connecter 2 témoins qui sont des cases autour du plateau à Nixon, qui est la case centrale, par le biais de différents jetons preuves. Fait qu'il veut gagner des preuves. Mais si Nixon gagne la game, s'il gagne 5 fois le jeton momentum. Fait que le journaliste veut gagner le jeton momentum. Puis celui qui gagne l'initiative, il y a une action de plus par tour. Fait que tu veux gagner l'initiative. Oui, c'est fort l'initiative. Là. Fait que tu as 5 actions au lieu de 4 quand tu as l'initiative. Puis le type d'action que tu prends, c'est un peu à ce que TMG Games fait dans quasiment tous ses jeux. C'est-à-dire que tu vas jouer une carte soit pour sa valeur numérique qui est en haut à gauche, fait que je vais déplacer un jeton de 3 cases ou de 4 cases ou de 5 cases vers moi, soit je la joue pour activer l'événement qui est en plein centre de la carte. Ce sont tous des événements reliés. Avec historique. Ouais, c'est ça. Mais si je la joue pour l'événement, je perds la carte le reste de la partie. Fait que je vais jouer mon 5 pour être sûr d'avoir l'initiative au prochain tour, mais c'est la dernière fois de la game que je joue ce 5-là. Ou je joue l'événement, je veux dire. Je joue l'événement parce qu'il est super fort, mais je perds le 5 qui est en haut que je vois plus. Je joue juste le 5, puis là, la carte revient dans mon deck. La mécanique est vraiment super simple, facile à expliquer. Les games sont pas trop longues, c'est 35-40 minutes. J'ai rarement vu un jeu aussi tendu que ça. Ah, c'est tête, là. Oh. Toutes les games que j'ai jouées, quand je la perdais, si je la perds, je la gagnais sur ma première action, ou vice-versa. Quand je la gagne, l'autre, il gagnait s'il jouait un tour de plus ou une action de plus. C'est vraiment serré. Tu sais, quand tu joues le journaliste, tu vois ton chemin se faire, puis quand le président gagne des pions en quête, c'est qu'il place face cachée pour bloquer des chemins sur le plateau. Fait que là, t'es là, ah non, faut que je fasse un détour par là, j'ai pas le temps, là, je vois le momentum qui s'en vient. C'est vraiment un jeu tendu, puis c'est le fun de rejouer, même si ton deck de cartes est pas gros, puis justement, tu commences à les connaître, tes cartes événements. Fait que tu sais qu'il y a telle affaire qui s'en vient, tu sais que tu comptes sur tes cartes. La gestion de ton deck est importante. Tu sais, des fois, de jouer un événement d'une petite carte, ben cette carte-là, elle sera plus dans mon deck après. Exactement. Fait que là, mes gros chiffres vont revenir plus vite. Exactement. Fait que t'as vraiment un aspect très très casse-tête pour ton deck, puis c'est vraiment très bien comment c'est fait. Là. Ouais, c'est vraiment extrêmement solide comme jeu, puis en plus, la partie historique du jeu est extrêmement bien faite. Chaque dessin, mais c'est pas des dessins en fait, chaque graphique sur les cartes, c'est des photos d'époque. Oui. Fait que quand tu joues tel témoin pour le recruter de ton côté, ben c'est un témoin de l'époque. Puis dans le manuel d'instruction, c'est un petit détail que j'ai beaucoup aimé. Tu sais, le manuel d'instruction fait comme 28 pages. Wow! Il est bien gigantesque, ou 20 pages, quelque chose comme ça, mais il y a comme 3 pages de règles. Puis il y a 16 pages de chaque carte, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle représente. Quel événement elle représente dans ce scandale-là. Ça, c'est quand Nixon a fait tel discours à tel moment, c'est pour ça que l'événement fait ça dans tel jeu. Ça, c'est tel témoin qui a témoigné à telle commission, à tel moment, à telle année. Fait que t'as une très belle job historique qui est faite derrière ça. Le plateau, il est très beau selon moi. T'sais, c'est une espèce de babillard de journaliste que tu pines des affaires dessus, que tu pines les preuves dessus. Fait que c'est vraiment un jeu qui m'a énormément surpris. Je l'attendais à Gen Con, mais par curiosité plus que d'autres choses. Puis finalement, c'est un des meilleurs jeux de l'année. Watergate, puis en plus, c'est un jeu qui n'est pas dispendieux. C'est une trentaine de piastres, 35$. C'est une petite boîte. Ça prend super bien, ça s'explique super bien. C'est un excellent jeu. Watergate. David, quelle est ta surprise de l'année? Hey, moi, pour vrai, là, je suis vraiment pas un fan des jeux politiques. Mais Watergate, le gameplay, là, c'est tellement bon là, que c'est moi aussi ma surprise de l'année. Deuxième crossover. Hein? Wow! Le gameplay, c'est un des meilleurs jeux de duel. La tension, moi ça me rappelle un peu Seven Wonders Duel. Dans la tension que tu vas avoir entre les deux joueurs, elle est là. Les deux vont avoir une chance de gagner. Tu peux pas te faire lessiver à ce jeu-là. Puis le dilemme d'utiliser tes cartes. Qu'est-ce que je veux faire avancer? Est-ce que je prends le pouvoir là, le timing, toutes les petites réflexions que tu as à faire sont intéressantes dans le jeu. Oui, puis vu que le jeu il est pas long, vu que c'est une quarantaine de minutes, j'ai pas le temps de niaiser, là, j'ai pas le temps de me bâtir quelque chose. Faut que j'y aille right to the point. Là. Faut que j'y aille rapidement pour construire mes preuves, pour bloquer un témoin, pour en recruter un autre. Ouais, puis tu sais, le journaliste, des fois,
Je vais essayer de recruter ça pour faire à croire que je vais essayer de connecter celui-là pour qu'il me bloque là, mais dans le fond, je travaille sur lui. Il y a de quoi de super intéressant à aller chercher et d'essayer de le coincer comme ça. Fait que, autant les deux rôles, ils ont cet aspect-là. Ouais, puis c'est le fun de les échanger. Là. Souvent, la plupart du temps, quand j'ai joué, on a joué une partie, puis la personne a voulu en jouer une deuxième, on a inversé les rôles pour explorer parce que t'as tellement des belles possibilités stratégiques de chaque bord. Comme il dit, t'as une partie pas tout à fait de bluff, mais un peu. Parce que dans le fond, t'as 7 témoins qui sont disponibles dans la partie. Il faut que tu en recrutes 2 quand tu es le journaliste. Puis t'es relié. Pour que tu essaies de les relier ensemble, mais tu peux les recruter. Tu peux en recruter 3, 4, 5 pour que le président ait plus de monde à bloquer. Mais quand tu recrutes un journaliste, une carte événement que tu scrapes, généralement, ils ont des gros chiffres. Fait que tu veux pas tous les recruter non plus parce que tu as besoin de ces gros chiffres-là. C'est vraiment un jeu extrêmement tendu, extrêmement bien réussi. Moi, quand j'avais fait la petite vidéo dessus, un de mes jeux préférés anciennement c'était Twilight Struggle, que j'ai pas joué souvent, mais qui est similaire, un jeu à 2 qu'on joue la carte pour l'événement de chiffre, puis comme j'ai dit, après avoir joué à ça, je sais pas pourquoi j'ai rejoué à Twilight Struggle, il reste excellent. T'as toute la satisfaction de jouer j'ai la même feeling, en 45 minutes. Mais en 35 minutes avec pas de placement à faire. Ouais, c'est sûr, clairement, c'est vraiment une belle surprise. Puis la version française arrive début 2020. C'est Yellow qui a fait. En mars en 2020, elle sort chez Yellow. Fait que si vous attendez cette version-là pour l'acheter, ça vaut la peine. Ouais. Donc, surprise de l'année 2019, Watergate. Je seconde. On est déjà rendu à la fin de notre top 15 de l'année et la dernière catégorie, évidemment, c'est le jeu de l'année. Donc, c'est un des 14 autres qu'on a nommés là, qui va se mériter la place du jeu de l'année. Donc, pour moi, c'est pas une grande surprise, ceux qui ont écouté un peu mes vidéos. Vous savez que je donne pas des notes de A+, souvent dans mes revues. Donc, dernièrement, j'ai un jeu que j'ai donné la note de A+. Donc, j'ai pas le choix de donner la note de le jeu de l'année, dans le fond. Puis, ça irait avec Imperial Settlers, Empire du Nord, qui serait mon jeu de l'année 2019. Donc, c'est vraiment un excellent jeu de construction d'engins, gestion de cartes, gestion de ressources. C'est un jeu qui se prend bien en main, qui a une iconographie très très claire, très facile à comprendre. Un bel insert, du beau matériel. Donc c'est un jeu qui a tout pour lui selon moi. Donc un excellent stand-alone de cette franchise-là que j'aimais déjà beaucoup. Donc ça fait juste l'élever au top. Puis c'est sûr qu'en ayant joué lui, on dirait que j'ai plus grand raison de jouer à l'ancien Imperial Settler. Il a comme un peu remplacé dans mon cœur. Donc c'était une place déjà privilégiée. Donc le fait qu'il est capable de le remplacer, ben ça montre à quel point t'avais quand même des bonnes attentes. C'est un succès. J'avais des hautes attentes. Là. Imperial Settler, c'est un jeu qui était dans mon top 10. T'es 9e, je pense. Ouais, je pense 9e. Donc, les attentes étaient hautes, puis il a réussi à les atteindre et même les dépasser. C'est pour ça qu'il se mérite mon jeu de l'année 2019. Dans mon cas, mon jeu de l'année 2019, c'est également un jeu qui se ramasserait sans aucune hésitation dans mon top 10. Je suis persuadé. Je sais pas quel jeu je tasserais, mais il rentrerait dedans. C'est peut-être, là je regarde vite, c'est peut-être à la surprise générale le jeu qui a le moins de composantes dans tous mes jeux. Ah, Seigneur! C'est Watergate. Oh, wow! Là, on vient d'en parler, je ne dirai pas tout ce qu'on a dit, mais c'est un jeu tellement tendu, tellement précis, je dirais, là, que j'utiliserais comme terme, tellement que ça se joue sur la dernière carte qu'on va jouer, puis en plus, à l'époque, j'aime bien les jeux politiques, je trouve qu'il n'y en a pas assez des bons. Fait que c'est un excellent, vraiment le meilleur jeu. C'est le meilleur jeu à 2 que je connaisse. Des bonnes chances, c'est ton jeu de l'année. Ouais, j'avais la guerre de l'anneau qui était dans mon top, mais je joue pas celui-là, je joue pas à 3 ou à 4, contrairement à l'autre. Vraiment le meilleur jeu de l'année à 2 que je connaisse. Point, je veux dire overall, peu importe l'année. C'est pour moi le meilleur jeu de l'année, puis c'est un jeu qui a réussi à faire tant avec si peu. T'as 2 decks de 30 cartes, un sac de jetons, un jeton blanc, 7-8 jetons rouges, puis un plateau de jeu. C'est tout. Puis ça marche à fond. Tous ceux à qui j'ai fait essayer le jeu, ils ont trippé sur le jeu sans exception. Ouais. Particulièrement s'il y avait un intérêt en plus pour la politique. C'est vraiment un très beau succès, une grande surprise pour moi, évidemment. C'était ma surprise de l'année. En plus. Mais d'autant plus, je l'ai mis dans surprise encore plus quand j'ai décidé que c'était mon jeu de l'année. Wow. C'est vraiment un excellent jeu. Je le recommande à tous. Puis si vous avez de la difficulté avec l'anglais, ben heureusement, il s'en vient en français, comme on vient de le dire. Fait que pour moi, le jeu de l'année 2015. Wow! 2019, Watergate. Hey, wow! Et c'est ce qui conclut notre top 15 maintenant de l'année 2019. Donc c'est toujours un exercice qui est le fun à faire.
Pourquoi on le fait rendu au mois de mars? Ben, c'est parce que... ça nous a donné plus de temps pour essayer des jeux. Domination, j'ai joué il y a 2-3... Ouais, la fin de l'année est tellement chargée. Après SN, il y a l'automne, il y a plein de sorties en novembre, en décembre. Fait que c'est clair qu'on n'a pas le temps de jouer à tout ça. Fait que souvent janvier, février, mars, c'est aussi des jeux qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés qui sortent. 2019, c'est quand même encore tranquille. Fait que ça nous permet de rattraper un peu ce qu'on n'avait pas joué de 2019 puis d'en essayer plusieurs, dont plusieurs qui sont ramassés aussi quand même dans ce top-là. Puis si tu avais à nommer, je sais pas, 2-3 jeux que tu n'as pas essayé encore de 2019 puis qui auraient peut-être eu une chance d'avoir une place dans... de ce que j'ai entendu parler dans les euros, moi, il y a Black Angel qui me parle encore beaucoup, que j'ai pas encore essayé. Il y a Barrage. Ouais, Barrage. Que j'ai pas encore essayé, que d'après moi, je vais aimer. Ouais. Il y a Skull Color, mine de rien, qui a été une belle petite surprise pour moi, que j'ai pas réussi à placer nulle part. J'ai joué 2 fois, j'ai bien aimé ça. De ton côté? Moi, c'est clair que Barrage, c'est un jeu que j'ai pas essayé. Il aurait peut-être pu avoir une place éventuellement. Il y a une tempête de neige qui est venue se mêler à tout ça. Ouais, c'est ça. Sinon, King's Dilemma, qu'on n'a pas essayé non plus. Côté innovateur, ça aurait peut-être pu être quelque chose qui aurait pu se retrouver là. On n'a pas parlé de Clank Legacy, mais... Parce qu'on n'a pas fini la campagne. Ouais, c'est ça. Il y a des choses, dépendamment où ça se voit, il y a certaines catégories qui auraient pu se ramasser. C'est ça, on a juste 3 games de jouer sur à peu près 12. Fait que l'échantillon est trop petit. De toute façon, un jeu Legacy, de même, j'aime mieux l'avoir fini au complet, me faire une tête complète sur c'était quoi, puis pouvoir faire une critique un peu plus il y a la série aussi West Kingdom, c'est Paladin qui est sorti en 2019. Paladin, moi j'ai joué, mais il s'est pas que je serais bien curieux de l'essayer, je ne l'ai pas essayé encore, je sais pas s'il se rendrait. Bref, c'est sûr qu'on... Crystal Palace, un jeu qui a été parlé beaucoup aussi de dice drafting, qui a gagné des prix dans le jeu expert, que j'ai pas joué non plus. Il y a quand même plusieurs titres qu'on n'a pas eu le temps d'essayer, qu'on va peut-être essayer éventuellement. On fait ce qu'on peut. C'est ça, on en joue, quand même pas mal. Quand on fait notre liste, pour vrai, je me rends à peu près proche de 100, une centaine de titres de 2019 que j'ai joué. C'est quand même un bon échantillonnage. Moi, j'en avais à peu près 60, 65. C'est à part des jeux qu'on joue aussi qui sont sortis des autres années. Bref, on joue à beaucoup de nouveaux jeux. Ouais. Donc, on aimerait ça connaître vos choix. C'est quoi vos meilleurs jeux de 2019? Vous pouvez nous laisser ça en commentaire. Vous pouvez même faire le même exercice avec les mêmes catégories. Si ça vous intéresse en les nommant, il n'y a aucun problème. Sinon, vous pouvez juste en nommer 3-4 si ça vous tente, vos meilleures catégories puis votre jeu de 2019 là-dedans. On a hâte de lire ça et on va se dire une prochaine fois. On va remettre ça à l'année prochaine certainement. C'est toujours un exercice qui est le fun à faire, un top de l'année, une rétrospective de l'année avec les jeux qui sont sortis. Donc d'ici ce temps-là, on va vous souhaiter une bonne fin de journée et continuer de gamer. Comme d'habitude aussi, vous pouvez nous supporter Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez venir visiter notre page Patreon pour nous supporter parce qu'on espère toujours continuer à faire du matériel qu'on veut être d'excellente qualité. On a besoin de support pour ça. Fait que sur ça, bonne fin de journée. Ciao! Bye!